Bonsoir tout le monde. Je suis donc Florence Fauché, comme vous pouvez le lire, et je suis la directrice du Centre d'études européennes et de politique comparée. Et j'ai donc le plaisir de compter Dominique parmi mes chercheurs. Et je te remercie, Dominique, de me laisser présenter et ouvrir ce très bel événement autour de ce livre. Donc nous allons parler de propagation, de propagande et de désinformation. Et discuter en particulier du livre qui est le prétexte à cette réunion. C'est un livre au titre intrigant, mais c'est un livre qui est aussi extrêmement original, qui est ambitieux et qui est vraiment fascinant et stimulant. Il propose une conceptualisation, et il théorise ce concept de la propagation. Et il cherche à nous montrer comment réfléchir avec cet outil analytique qui permet de mieux comprendre des phénomènes familiers, présents, anciens, un peu partout et dans toutes sortes de domaines de notre vie sociale. Et des phénomènes qui ne sont pas aussi bien compris, vous allez le voir, si on n'a pas les outils analytiques pour les penser. Et c'est ce que fait Dominique. Donc, grâce à cette idée de propagation, on peut comprendre un peu mieux comment des choses comme les virus se propagent. Ça, depuis Covid, on sait assez bien que ça se propage, que ça s'étend. Mais aussi des objets, et toutes sortes d'objets, que ce soit des canards en plastique qui sont tombés d'un cargo et qui progressivement se retrouvent aux quatre coins du globe, mais aussi comment des idées, des croyances, des façons d'être, des façons de penser, des façons de créer aussi, se déplacent dans l'espace et dans le temps et deviennent, alors qu'ils étaient à l'origine très localisés, très répandus, au point qu'ils deviennent parfois incontournables, et que ce qui était localisé devienne presque un fait d'évidence. Donc, vous allez voir comment Dominique nous aide à penser ces phénomènes finalement de contamination grâce à des outils qui sont aussi des outils digitaux. Et il montre très bien comment nous avons maintenant, alors que nous ne pouvions pas vraiment le faire avant, analysé la manière dont cette propagation se propage. Alors, donc cet événement est organisé par le CE, le Centre d'études européennes et de politique comparée, en collaboration avec le programme De Facto, qui est un programme européen qui réunit des journalistes spécialisés dans le fact-checking à l'AFP, mais aussi des chercheurs de Sciences Po, et notamment du Media Lab, et des professionnels de l'éducation et de l'histoire, et des professionnels de l'éducation aux médias, le CLEMI. Je voudrais remercier la librairie de Sciences Po qui, donc, pendant encore 2 minutes, est en haut à vous proposer les livres et qui, après, aujourd'hui, sera à sa place habituelle sur le boulevard Saint-Germain pour vous proposer le livre, mais aussi, bien sûr, l'équipe organisatrice qui a monté ce très bel événement, Samia, Véronique et Eleonora. Vraiment merci pour tout le travail. Donc cet événement va être animé, dirigé par Julie Charpentrin. Madame Charpentrin est rédactrice en chef adjointe du service investigation numérique de l'AFP. Et donc c'est elle qui va nous guider qui va guider les intervenants, introduire le thème, etc. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et un très beau débat. Je vais me glisser sur le côté. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette table ronde. Donc, effectivement, moi, je suis la partie journaliste de l'histoire. Donc, je fais juste une petite parenthèse sur l'AFP, parce qu'on ne le sait pas toujours, on connaît l'AFP, mais on ne sait pas qu'on a 140 journalistes dans le réseau qui sont uniquement dédiés au fact-checking. Voilà. L'investigation numérique, c'est ce qu'on appelle plus communément le fact-checking. Donc, on est l'AFP, le plus gros réseau de vérification des faits, de fact-checking dans le monde. Voilà pour la petite page de promotion de l'agence France Presse.
Je ne vous apprends rien en vous disant que depuis quelques années, je pense en particulier à l'élection de Donald Trump, l'élection américaine en 2016, la problématique de la désinformation est entrée de plein pied dans l'espace public. Évidemment, le Covid a renforcé cette prise de conscience. La désinformation, elle est massive, elle est protéiforme. On a parlé tout à l'heure de contamination, de contagion, de propagation, l'objet du livre que l'on évoquait, et bien sûr de virus. On parle de désinformation qui est virale à l'image d'un virus. Cette désinformation, elle pose plein de questions. J'imagine que vous en aurez aussi pour nos intervenants dans la dernière partie de cette table ronde. Elle pose donc un certain nombre de questions et souvent on reste sans réponse satisfaisante. Donc, par exemple, qui produit la désinformation? Comment elle se propage? Qu'est-ce qui motive les désinformateurs? C'est une question qu'on nous pose souvent, à nous, les journalistes, mais aussi aux chercheurs sur la désinformation. Quel est l'impact de la désinformation sur nos façons de penser, de voter, précisément? Cet impact est-il surévalué ou au contraire, la menace est-elle sous-estimée? Enfin, quelle est la responsabilité des plateformes numériques dans la diffusion de la désinformation? Et alors que la Russie est régulièrement pointée du doigt, par exemple, pour ses campagnes de désinformation dans le monde numérique, nous tenterons d'examiner la notion de propagande, comment elle s'articule avec la désinformation. Autre question cruciale qui revient souvent, comment combattre la désinformation et surtout comment la combattre sans mettre en péril la liberté d'expression et les valeurs démocratiques. Alors je ne vais pas vous faire espérer ce soir qu'on va trouver des réponses et des solutions à toutes ces vastes questions, mais une question qui occupe tellement de chercheurs, de journalistes et les gouvernements d'un certain nombre de pays. En revanche, ce qu'on voudrait essayer ce soir modestement, c'est de vous présenter plusieurs approches de cette problématique. Loin de s'opposer, vous allez le voir, je pense, elles permettent de se compléter et permettent de mieux appréhender la désinformation dans toutes ses facettes, dans toute sa complexité. Nous verrons notamment comment les sciences sociales peuvent peut-être nous aider à y voir plus clair dans cette déferlante informationnelle et désinformationnelle à laquelle, j'imagine, comme tout le monde, vous êtes confrontés. Parce que bien poser les problèmes, on va espérer que ce soit déjà aider à trouver des réponses. Donc nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous 3 grandes spécialistes de ces sujets qui vont nous faire chacun une présentation d'une vingtaine de minutes de leurs travaux et livres respectifs. Donc d'abord Manon Berich, qui est doctorante en sociologie. Sa thèse porte sur la réception des fake news au Media Lab de Sciences Po. Elle travaille aussi comme assistante de recherche dans le cadre du projet européen de facto. Et elle est aussi co-autrice de plusieurs articles de recherche sur la désinformation. Nous avons aussi à nos côtés David Collomb, professeur au Centre d'histoire de Sciences Po. Il est notamment l'auteur de Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain en 2019. Son dernier livre, je crois, vient de sortir, La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits. Enfin, Dominique Boulier, professeur émérite en sociologie du numérique au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux, vaste question, paru en 2020, et qui vient donc lui aussi de sortir son dernier ouvrage, Propagation, le sous-titre étant Un nouveau paradigme pour les sciences sociales. Donc chacun, comme je vous le disais, chacun va nous faire une petite présentation d'une vingtaine de minutes. Évidemment, je serai impitoyable sur le timing pour qu'on ait le temps d'avoir des échanges ensemble et avec vous. Donc sans plus attendre maintenant, je passe la parole à Manon Berich qui va nous parler de Twitter, plutôt de X comme il faut le dire maintenant. Ah bah si, je croyais que... Okay. Je me baisse un... Non, mais ça va. Bah, bonsoir à toutes et tous. Est-ce que ça va pour le son? Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, ma présentation aujourd'hui va porter sur le partage de fake news sur Twitter. Je vais vous présenter une série d'enquêtes que j'ai faites avec
plusieurs collègues que je tiens à saluer et à remercier pour leur aide. Ce sont des travaux qui ne sont pas encore tous publiés dans des revues académiques parce que je suis en pleine rédaction de thèse. Donc, je n'ai pas encore sorti de livre. Mais du coup, si plus tard vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté, ça sera probablement accessible en ligne dans un petit peu de temps. Donc, l'objet, déjà, en fait, avant de vous présenter du coup mes résultats, ce qui est important, c'est de définir mon objet de recherche et plus précisément les fake news. Je vais aller assez rapidement là-dessus, mais on aura probablement le temps d'y revenir dans le temps de questions-réponses. Mais comme vous le savez sûrement, le mot est un petit peu apparu soudainement en 2016, suite à l'élection de Donald Trump. Ça a suscité beaucoup de débats, des experts qui ont recommandé de ne pas l'utiliser. Malgré tout, il reste très utilisé, en tout cas dans le langage courant, mais aussi par les experts. Plusieurs chercheurs ont fait des tentatives pour clarifier la définition, notamment en proposant d'utiliser d'autres concepts comme celui de désinformation et de mésinformation pour bien séparer lorsque l'information est produite de façon malveillante ou non. Mais en pratique, en fait, ce qu'on retrouve dans la majorité des papiers de recherche et donc des études empiriques, c'est une définition très pratique et opérationnelle qui est de définir les fake news à partir des fact-checks réalisés donc par les journalistes, notamment l'AFP Factuel, mais aussi les décodeurs, etc. et à travers le monde. Donc en France, on utilise les principaux fact-checkers français. Et donc cette définition opérationnelle, elle est limitée, elle pose des problèmes pour évaluer de façon très rigoureuse la prévalence des fake news, mais au moins elle permet de partir de ce qui a été qualifié de fake news par des acteurs du débat public et de confronter les représentations associées à ces catégories aux pratiques réelles du public. Alors, je vais essayer de répondre à 3 questions de recherche au cours de ma présentation. La première, c'est vraiment d'abord quelle est vraiment la prévalence, quelle proportion d'utilisateurs partagent des fake news sur la twittosphère française. Ensuite, ça va être un petit peu de mieux comprendre leurs caractéristiques. Et surtout, il y a un gros débat un petit peu, on entend beaucoup que les internautes qui partagent des fake news sont crédules, manquent d'esprit critique, etc. Et donc la question, ça sera de savoir si c'est vraiment leur principale caractéristique ou s'il y a d'autres variables, notamment sociopolitiques, qui les caractérisent aussi. Et enfin, une troisième question qui visera un petit peu à sortir de Twitter, pour s'interroger sur les comportements qu'ont ces internautes aussi dans notre contexte de communication et de voir si, selon leur intégration dans l'espace social, ils vont avoir des comportements, des prises de parole différentes. Donc, pour répondre à la première question de recherche, je vais aller assez vite sur les questions de méthodologie pour bien tenir les 20 minutes, donc n'hésitez pas ensuite si vous avez des questions. Donc, comme je vous le disais, on est parti d'une liste de fact-check réalisée en France. Et au Media Lab, on avait une base de données qui permettait un petit peu de reconstituer en partie la twittosphère française avec plus de 3 millions d'utilisateurs et de très nombreux tweets. Et on est parti de cette base de données pour essayer d'identifier dedans les relayeurs de fake news. Et donc, en utilisant cette base de données, on a identifié plus de 30 000 relayeurs de fake news, ce qui représente... Et là, vous allez probablement être surpris dans la salle, seulement 0,8% des internautes. Ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on regarde attentivement le nombre de fake news partagés par ces relayeurs, en majorité, ils en ont partagé moins de 5. Et il y en a vraiment un tout petit pourcentage qui en ont partagé plus de 5. Et ces résultats sont dans la lignée en fait, de nombreuses études qui ont été faites aux États-Unis et sur Twitter et sur Facebook. Bien sûr, c'est parce que la définition du mot fake news est elle-même extrêmement restreinte, parce que les fact-checkers n'ont pas le temps de fact-checker tout ce qui est faux, douteux, erroné, etc. Donc, ce qui entraîne un petit peu cette très faible proportion, même si c'est un peu contrebalancé par notre définition restreinte de la twittosphère française, parce qu'on est parti des internautes qui partagent des informations d'actualité. Et en fait, il y a beaucoup d'études. Ce résultat, il peut être surprenant, mais parce qu'en fait, on a un peu tendance à oublier que la majorité de la population consomme très peu d'informations
En général, les gens passent 5 minutes par jour maximum à consommer des informations, enfin en moyenne. Bien sûr, je pense que ce n'est pas représentatif ici dans le public. Mais du coup, et aussi, ils sont ce qu'on appelle plutôt des lurkers, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup aller sur les réseaux sociaux, mais plutôt de façon passive pour regarder les photos, les liker éventuellement. Mais il y a une toute petite minorité qui est responsable de la majorité des publications qui sont faites. Ensuite, pour répondre à la deuxième question de recherche, on a procédé en plusieurs étapes. Donc l'idée, c'était vraiment d'identifier les caractéristiques des relayeurs de fake news. Donc d'abord, on a eu recours à une méthode d'inférence idéologique qu'au Media Lab, on a appliquée aux internautes français. Je ne rentre pas dans les détails de la méthodologie, pareil, mais si vous avez des questions, je répondrai. Et grâce à cette méthode, on a pu positionner un tiers des relayeurs de fake news du départ dans un espace idéologique latent, ce qu'on appelle un espace idéologique latent, bidimensionnel. Donc on a à la fois pu déterminer leur position sur un axe gauche-droite et à la fois leur position par rapport aux institutions. Donc voir dans quelle mesure ils sont opposés ou non aux institutions. Ce qui permet en fait de pas se concentrer seulement sur des dynamiques de polarisation entre la droite et la gauche, mais d'inclure aussi d'autres dynamiques, plus de défiance à l'égard des institutions, qui sont importantes dans des pays comme la France par rapport aux États-Unis, qui est un pays bipartite où la polarisation est très importante. En France, on observe aussi ces mécanismes. Et donc, ce qu'on trouve en regardant la répartition des relayeurs de fake news dans cet espace, c'est une très, très forte concentration aux extrêmes, notamment à l'extrême droite et dans une moindre mesure à l'extrême gauche. Mais ce qui est le plus fortement corrélé avec le partage de fake news, c'est vraiment le fait d'être défiant, opposé aux élites et aux institutions, par-delà le fait d'être aux extrêmes. Et donc, du coup, en fait, comme on avait cette population de relayeurs de fake news vraiment très concentrée dans des endroits spécifiques de l'échiquier politique, pour déterminer vraiment quelles sont leurs caractéristiques, et pas pour étudier en fait les caractéristiques des internautes d'extrême droite ou d'extrême gauche, on a eu recours à ce qu'on appelle une procédure de matching, c'est-à-dire qu'on a sélectionné un échantillon de relayeurs de fake news et d'autres utilisateurs qui partagent la même position dans l'espace politique, qui sont aussi plutôt concentrés à l'extrême droite et à l'extrême gauche, pour comparer par-delà la politique, indépendamment de leurs caractéristiques, de leur position politique, quelles sont les autres variables qui les caractérisent. Et donc, on a étudié plusieurs variables. Je ne vais probablement pas avoir le temps de rentrer pareil dans tous les détails. J'ai utilisé plusieurs méthodes. Donc, une première méthode vraiment d'analyse quantitative de traces numériques que j'ai complétée par une ethnographie en ligne et des entretiens semi-directifs avec une poignée de relayeurs de fake news parce que je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Donc la première variable, c'était un petit peu de comparer. Donc voilà, pour rappel, on a vraiment deux populations, une qui partage des fake news, l'autre qui n'en partage pas, mais qui partagent les mêmes positions politiques. Et malgré ça, ce qu'on trouve, c'est que les relayeurs de fake news vont avoir un degré de politisation beaucoup plus élevé. En tout cas, ils vont beaucoup plus s'afficher sur leur profil Twitter, leur affiliation politique, leur opinion, leur pratique politique. On a par exemple analysé au sein des bios Twitter la présence de mots politiques dans les bios, et elle est 2 fois plus élevée chez les relayeurs de fake news que chez les autres. Et pareil, au cours des observations ou des entretiens que j'ai réalisés, les pratiques militantes des relayeurs des fake news étaient vraiment très importantes. On voit vraiment des nombreuses photos d'eux en manifestation, en train de coller des affiches, etc. Donc au-delà de la position, il y a vraiment l'engagement et le militantisme qui est une part importante dans leurs caractéristiques. Ensuite, au niveau des pratiques informationnelles, donc, on a analysé en fait les médias partagés par nos deux groupes. Et donc, ce qu'on trouve globalement, donc, c'est que les relayeurs de fake news vont partager plus de contenu issu de médias de contre-information, mais aussi vont partager une plus grosse proportion d'informations que les autres internautes. Donc, contrairement un petit peu
aux idées reçues qu'on peut avoir sur ceux qui relayent des fake news sont très peu informés ou manquent d'un accès à l'information. En tout cas, je parle sur Twitter parce que bien sûr, sur d'autres réseaux sociaux, c'est différent. Mais en fait, ce sont des gros consommateurs d'informations et plus particulièrement qui vont chercher à plutôt court-circuiter le discours des médias mainstream en allant puiser auprès d'autres sources pour apporter un discours alternatif. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils ne sont pas déconnectés des informations issues des médias mainstream parce que ça reste la plus grosse part d'informations qu'ils partagent. Donc il n'y a pas une déconnexion, ils sont quand même des consommateurs des médias mainstream, mais plutôt qu'ils vont les consommer et aller puiser auprès d'autres sources pour les critiquer. Je vous ai mis un extrait de verbatim que je ne vais pas avoir le temps de lire, mais voilà, qui montre un petit peu ce rapport de défiance à l'égard des médias mainstream de la part des internautes, enfin des relayeurs de fake news, et ce qui peut les amener à aller puiser auprès d'autres sources. Ensuite, donc, on a analysé l'usage de Twitter, le comportement sur Twitter des internautes. Alors, gros résultat qui ressort, c'est vraiment que les relayeurs de fake news sont vraiment beaucoup plus actifs que les autres utilisateurs, avec un nombre médian de tweets par jour qui est élevé à 22. Donc, c'est assez impressionnant. Et les autres utilisateurs, c'est à peine un tweet par jour, ce qui est déjà beaucoup parce que vraiment la majorité des utilisateurs de Twitter ne tweetent pas en fait, ce qui faut garder en tête. Et on a construit un indicateur de bombardement permettant de voir en fait en une heure combien d'internautes avaient. Alors je suis désolée, j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas très bien ce que j'ai marqué. Donc, combien d'internautes ont fait au moins 10 tweets en une heure. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 108 relayeurs de fake news pour 15 autres utilisateurs. Donc il y a aussi cette tendance à être dans le relais presque comme un robot. Alors, parenthèse, on a vérifié que ce n'était pas des bots, et en majorité, ce n'est pas des bots, mais du coup, il y a ce comportement très impulsif qu'on peut remarquer. Mais ça, c'est une nuance que j'apporte qui est un peu... je surinterprète sûrement un petit peu, et je pense qu'il y aura des avis divergents dans le reste de la table ronde. Voilà, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont hyper actifs, et la majorité, en fait, sur Twitter, on a plusieurs possibilités. On peut soit faire un tweet, c'est-à-dire écrire soi-même, soit retweeter. Alors, on peut aussi faire des citations, etc. Mais gardons juste la distinction entre tweet et retweet. Et ce qu'on observe, c'est que les relayeurs de fake news ont plus tendance que les autres à retweeter. En tout cas, ça représente une plus grosse part de leur activité sur Twitter. Et en plus, ce qu'on remarque, c'est que si on regarde les fake news, la majorité des fake news partagées l'ont été par un retweet et non par un tweet. Et ça peut un peu laisser... C'est vrai que le retweet, on le voit un petit peu. D'ailleurs, Twitter avait mis en place un moment... une option pour dire aux gens attention, lisez bien avant de retweeter. Donc c'est vrai qu'on voit un peu le retweet comme quelque chose d'automatique que les gens font comme ça sans réfléchir. C'est vrai que je me suis posé la question, plus suite à mes observations et aux entretiens, si c'était pas aussi une manière de la part de certains internautes de se dédouaner en quelque sorte, en tout cas de ne pas prendre en charge certains énoncés contestables. Donc même si ça reste les relayeurs de propos rapportés, ils dissocient l'énoncé de leur personne. Et donc voilà, je me demande si on ne peut pas l'interpréter aussi comme une forme de précaution énonciative. D'ailleurs, pour enchaîner, pareil, en comparant les noms d'utilisateurs, on a regardé ceux qui avaient recours à des pseudonymes ou non. Et sans surprise, les relayeurs de fake news ont plus facilement recours à des pseudonymes que les autres. Et donc, pareil, il y a un petit peu cet aspect quand même que finalement, leur comportement n'est pas si irréfléchi que ça parce qu'ils semblent être conscients qu'en utilisant un pseudonyme, que ce qu'ils tweetent en fait est potentiellement contestable et problématique et peut entacher leur réputation. Et enfin, on a comparé les styles de langage, donc sur plus de 4 millions de tweets, en utilisant un logiciel qui s'appelle le LIWC, qui permet juste en fait d'inférer les traits psychologiques des internautes à partir des mots qu'ils utilisent. C'est assez contestable comme méthode, mais dans la littérature, c'est vraiment ce qui est fait énormément. Donc, c'était vraiment pour nous positionner par rapport au reste des études. Et donc, on trouve que les internautes qui relayent des fake news vont avoir un langage qui est beaucoup plus teinté d'émotions négatives, mais qui, en termes de réflexion, on n'observe pas de différence par rapport aux autres relayeurs, par rapport aux autres internautes qui ne relayent pas de fake news.
Et donc, j'ai fait un petit résumé de voilà, tout ce que je vous ai dit. Et j'ai encore un petit peu de 5 minutes. Ok, parfait. Donc, pour récapituler, ce qu'on observe, c'est que les relayeurs de fake news sont concentrés aux extrêmes, sont très défiants à l'égard des institutions, sont très politisés, ont des pratiques informationnelles assez partisanes, hyperactifs, malgré quelques précautions énonciatives, et un langage qui est plutôt émotionnel, mais pas forcément moins réflexif. Alors, j'avais aussi étudié sur un sous-groupe les spécificités sociodémographiques, et ce qu'on retrouve, c'est une population plutôt masculine, plutôt âgée, avec une moyenne d'âge de plus de 60 ans, et des personnes éduquées avec des positions élevées, en tout cas en termes de métier, ce qui n'est pas surprenant parce que Twitter, c'est un réseau social où à dominante masculine, mais sur l'âge, par contre, c'est surprenant parce que l'âge moyen sur Twitter des utilisateurs est plutôt de moins de 40 ans, et ça corrobore ce qu'ont montré beaucoup d'études, c'est qu'en fait, c'est plutôt les seniors qui partagent plus de fake news que les jeunes, les adolescents, notamment parce que beaucoup de fake news portent sur la politique, et les seniors sont plus intéressés que des adolescents de 15 ans par la politique, même si les adolescents restent intéressés, je pense, par l'actualité. Et donc, dernier point, c'est un peu pour sortir de Twitter et vous apporter quelques éléments, parce que du coup, on a cette image des relayeurs de fake news qui sont hyperactifs, qui sont presque comme des robots, etc. Mais en fait, on ne sait rien d'eux dans d'autres contextes, quand ils ne sont pas sous un pseudonyme, quand ils sont au travail, quand ils sont dans un repas de famille, etc. Alors, je n'ai pas pu non plus les observer dans toutes ces situations. Mais l'idée, c'était un petit peu d'aller voir plus loin que les seules traces numériques qu'ils laissent sur Twitter. Et je ne vais pas pouvoir vous dire tous les résultats, mais ce que j'ai pu observer, c'est vraiment du coup des contrastes entre différents types de relayeurs de fake news, selon leur intégration dans l'espace social, et notamment, par exemple, selon leur intégration dans l'espace politique. Donc, par exemple, j'ai pris un petit peu de cas extrêmes, entre les élus, donc ceux qui sont conseillers municipaux ou même députés, et ceux qui sont vraiment très engagés, mais sans attache partisane, et qui se déclarent hors parti, anti-système, etc. Et ce qui est de plus en plus, ce qui a pu augmenter ces derniers temps. Et donc, quand on regarde les comptes des élus, ils vont, déjà, ils n'utilisent pas de pseudonyme, ils utilisent leur vrai nom, leur photo, une présentation d'eux, en blazer, en chemise, donc assez contrôlée. On les voit dans de nombreuses situations de prise de parole en public. Et si on regarde le nombre des fake news partagées, il est moins élevé que celui des autres. Et en fait, en ayant fait quelques entretiens, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un internaute qui avait eu recours à une stratégie d'avoir 2 comptes Twitter, un qu'il a qualifié d'institutionnel, l'autre qu'il a qualifié de défouloir. Et donc qui est en mesure de contrôler ce qu'il dit sur son compte Twitter professionnel, institutionnel, etc., et qui va un peu plus se lâcher, voire jusqu'à être censuré sur Twitter, censuré, c'est ce qu'il a employé, mais suspendu sur l'autre compte. Et pareil sur Facebook, je vous ai mis le contraste entre 2 posts Facebook, un sur la page Facebook du député et l'autre sur la page Facebook de sa ferme. Donc c'est intéressant, c'est que les deux sont des discours plutôt critiques à l'égard de la vaccination. Mais le premier, il est sur un ton très policé, va plutôt être dans le côté questionnement scientifique, on ne sait pas, etc. Et l'autre va carrément se lâcher un petit peu plus. Et juste pour finir, les comptes vraiment sans affiliation partisane qui vont dire je suis ni de droite ni de gauche, etc. Donc qui n'ont pas d'attache à une institution, vont avoir un mode d'expression moins contrôlé. Déjà, ils ont plus recours au pseudonyme que les élus, par exemple. Ce qui est assez frappant, c'est qu'ils ont beaucoup recours à la réponse, c'est-à-dire qu'ils vont apostropher des comptes de personnalités politiques ou des journalistes. Donc il y a une très forte visibilité sur Twitter, alors que même, c'est des petits comptes qui ont très peu d'abonnés, pour les interpeller et voir un petit peu les insulter, etc., par des images, par des vidéos, pour les traiter de menteurs, comme vous pouvez le voir sur les photos, au risque d'être suspendus sur Twitter.
mais ça ne les empêche pas, dans certains contextes, en famille, donc désolée, je n'ai pas le temps de lire les verbatims, mais voilà, en fait, c'est aussi parce qu'ils sont inhibés dans un contexte de travail ou en famille, qui se lâchent sur Twitter quand ils sont sous pseudonyme. Et donc, pour conclure très rapidement, c'est un petit peu pour vous montrer quelques résultats empiriques qui sont limités parce que j'ai vraiment étudié que Twitter, et Twitter, c'est vraiment un réseau social particulier. Donc, c'était un petit peu aussi pour voir que par rapport aux troubles informationnel, ça peut être intéressant aussi de ne pas se focaliser que sur les fake news, donc que sur la distinction binaire entre le vrai et le faux, mais d'étudier plus largement comment les débats sont cadrés de façon idéologique, même par le recours même en partageant des informations qui sont vraies, mais qui vont juste, à force d'être répétées, mettre à l'agenda certains thèmes au détriment d'autres. Et aussi de ne pas se limiter aux traces numériques des utilisateurs parce que ça donne une représentation faussée de leur identité, parce que les extrêmes ont tendance à beaucoup plus s'exprimer sur les réseaux sociaux que les modérés. Et donc on a un peu l'impression qu'il y a des fake news partout, que la polarisation est partout, etc. Mais parce qu'on n'entend pas beaucoup d'autres personnes qui sont plus modérées. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manon Berriche pour cette intervention. Je vais maintenant passer la parole à David Collomb. On est déjà un tout petit peu en retard évidemment, donc merci de respecter les horaires, les timings. Merci beaucoup. Merci, je suis particulièrement heureux d'être là, d'abord parce que j'ai beaucoup d'estime pour les deux autres intervenants, Manon que je connais depuis son entrée à Sciences Po, et Dominique qui est à mes yeux l'un des plus grands penseurs du numérique de langue française, et son travail mérite véritablement qu'on lui consacre une soirée comme celle-ci. Et c'est un travail extrêmement important. Et il est fondamental de réfléchir à la propagation. Et en ce qui me concerne, moi qui travaille sur la propagande, bien évidemment, je dois vous rappeler que l'origine du mot, c'est la congrégation des Propaganda Fide, la congrégation pour la propagation de la foi, qui a été créée en 1622. Par propagation de la foi, on entend propagation d'une doctrine, mais en même temps d'attitude, même de comportement, si l'on songe au rituel. Ma conception de la propagande est celle d'une science appliquée. Ma passion, c'est de remonter à la source, d'étudier les commanditaires et celles et ceux qui mettent en œuvre des campagnes de propagande, en m'interrogeant sur leur parcours, leur formation, leur univers intellectuel, leur univers mental. Et ce que j'ai constaté empiriquement depuis que je travaille sur ces questions, c'est qu'ils cherchent à obtenir un objectif concret, pratique, par exemple vous faire retweeter un contenu. Et pour atteindre cet objectif, ils vont avoir recours, pour les plus doués d'entre eux, aux acquis de la recherche scientifique et des progrès technologiques. Le bon propagandiste est celui qui, face à l'avènement de ChatGPT, se dit immédiatement comment est-ce que je peux utiliser ChatGPT à des fins d'amplification de mon contenu. Alors, je vais me concentrer sur un cas qui me paraît absolument emblématique et que je traite en profondeur dans mon dernier livre dont vous avez la gentillesse de parler, qui est le cas russe. Partons de cette photo, nous sommes le 22 janvier 2016. Vladimir Poutine au Kremlin réunit le Conseil de sécurité restreint, c'est-à-dire les membres permanents du Conseil de sécurité. Vous voyez, il y a une femme et il y a, sauf erreur de ma part, 11 hommes. J'ai pu identifier la plupart d'entre eux et 5, plus Poutine, sont des anciens du KGB. Et pour l'essentiel, des anciens du premier directorat du KGB, c'est-à-dire les services extérieurs du KGB, qui aujourd'hui s'appelle le SVR, occupent les mêmes locaux. L'objet de cette réunion, l'objet officiel est sans importance. L'objet réel, qui a été révélé par le compte-rendu qui a fuité grâce aux services de renseignement britanniques, qui a été publié par le Guardian, authentifié par 5 autres services de renseignement occidentaux. Le compte-rendu est clair. L'objet de la réunion, c'était de lancer une campagne pour soutenir Donald Trump,
qui était déjà favori à cette date dans les primaires républicaines. Et Vladimir Poutine a demandé aux gens autour de cette table de faire en sorte de lancer des virus médiatiques dans la politique américaine, capables de s'auto-entretenir, entendez Dominique, de s'auto-propager, et d'altérer, je cite, la conscience de masse, fin de citation, de certains groupes sociaux américains. Il faut bien comprendre que les hommes du KGB, au sein de son Conseil de sécurité, on les retrouve partout dans l'appareil d'État soviétique. On les retrouve partout dans les grandes entreprises industrielles, pétrolières, gazières. On les retrouve partout à la tête des médias internationaux russes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de prise de pouvoir qui s'est opérée à la fin de la guerre froide de la part des services extérieurs du KGB. L'explication nous est désormais connue à nous, historiens. La première direction du KGB était chargée de sortir de Russie pour le mettre à l'abri l'argent du Parti communiste. Et puis, une fois que le Parti communiste a été dissous, l'argent est revenu à ceux des généraux du KGB qui avaient accès aux comptes offshore. Vous voyez ici l'expression manifeste de la continuité de ces services avec une longue tradition qui date de Dzerzhinsky. Et cette continuité est d'abord une continuité dans le personnel politique. Ils ont tous été formés à la même époque. Ils sont entrés au KGB dans les années 1970, Poutine en 1975. Le patron du KGB était Yuri Andropov, et les méthodes étaient celles qui avaient été alors fixées par les grands spécialistes de la désinformation du KGB. Le meilleur d'entre eux est quelqu'un que Poutine a côtoyé à Dresde lorsqu'il était officier de liaison auprès de la Stasi, Wolf Wagenbrett, qui était chef de l'Abteilung 10 de la HVA, le service de désinformation de la Stasi. Il avait une formule qui me semble extrêmement révélatrice de leur ambition à long terme, la décomposition des sociétés adverses. Et le principe fondamental de la propagation de désinformation est de produire des effets lents mais certains. Une goutte fait un trou dans une pierre, non par la force, mais par un goutte à goutte constant, disait Sakharovsky. Andropov disait si une bonne désinformation est répétée à l'envi, au bout d'un certain temps, elle prend une vie propre et génère toute seule une horde de défenseurs involontaires mais passionnés. C'est ça, le virus médiatique auquel faisait référence Poutine. Et puis, main responsable des services de renseignement extérieur russes considèrent que le meilleur moyen de diffuser leur narratif mensonger, c'est de s'appuyer sur la liberté de la presse occidentale. On valorise la diversité des points de vue, et donc le point de vue russe n'a aucun mal à être répercuté. Le cadre théorique fondamental de la pensée des services extérieurs russes, et en particulier du GRU, le renseignement militaire, qui a la plus longue expérience dans la désinformation à l'échelle globale, c'est la pensée de Norbert Wiener, qui était un mathématicien américain du MIT, qui est l'inventeur de la cybernétique, qui est la science de la communication entre l'humain et la machine. Il est le père de l'apprentissage machine, et donc l'un des pères de ce que l'on appelle aujourd'hui communément l'apprentissage artificiel, l'intelligence artificielle. Il avait une conception de l'automatisation qui reposait sur des boucles de rétroaction, et l'idée que, fondamentalement, l'information avait une dynamique anthropique. Elle pouvait conduire à la dissolution d'une société, raison pour laquelle des dispositifs qui cherchaient à contrer cette entropie devaient être mis en place pour permettre l'homéostasie. L'homéostasie, c'est ce qui maintient nos organes à une température qui leur évite de mourir. Et quand vous avez une société, un cadre informationnel, l'homéostasie, c'est s'assurer que rien ne va produire de perturbation du système à l'intérieur de vos frontières. Vous devez protéger votre espace informationnel et vous devez en revanche vous assurer qu'il n'y ait pas d'homéostasie dans le système informationnel de l'ennemi. Le cadre de pensée, à partir des années 1990, est aussi celui de la guerre de subversion. C'était la vision qu'un
opposant à la Russie soviétique avait de la guerre du futur. L'enjeu, c'est l'esprit de l'ennemi et non son territoire. Et puis, on entre véritablement dans le sujet quand on considère l'interprétation qui a été faite à partir de ces pensées du contrôle de la sphère informationnelle. Je ne sais pas si vous avez vu, ce que je dis est très, très abstrait, si vous avez vu la série The Undeclared War. Si vous l'avez vu, vous savez ce qu'est le contrôle réflexif de la sphère informationnelle. Vous avez l'environnement informationnel d'un individu qui est fait de ses connexions matérielles, la couche des protocoles et des langages, et puis les services et les contenus, donc la couche cognitive. Et vous agissez sur l'environnement informationnel de l'individu pour le conduire de lui-même à prendre la décision qui s'avérera préjudiciable. Mais il l'ignore, il pense prendre la bonne décision. Vous l'avez en quelque sorte manipulé. Voici un personnage central pour notre sujet, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « La guerre de l'information » en 1999. Je vous promets de ne pas l'avoir plagié. Son livre était écrit avec le soutien du FSB qui avait pour directeur un certain Vladimir Poutine. Et il examine comment manipuler l'esprit humain en modélisant algorithmiquement le comportement des individus. Il croise, comme l'avait fait Wiener, les sciences naturelles avec les sciences informatiques, opère une analogie entre les systèmes d'information numérique et les systèmes humains pour concevoir l'idée que les humains, comme les ordinateurs, peuvent être victimes de virus insérés dans leur processus de raisonnement. Et il affirme qu'un virus de l'information humaine, qu'il appelle psychovirus, peut être inséré dans les esprits. Dans la perspective qui est la sienne, ce sont les Américains qui conçoivent des psychovirus et qui ont conçu des psychovirus qui ont conduit à la chute de l'URSS et qui continuent de concevoir des psychovirus qui peuvent affaiblir la Russie. Ils encouragent par conséquent une doctrine informationnelle défensive, tout comme Igor Panarin, qui est l'un des maîtres à penser de Vladimir Poutine en matière de guerre informationnelle et dont la thèse de doctorat est intitulée « Soutien psycho-informatique à la sécurité nationale de la Russie » et qui envisage d'encourager une défense psychologique de la nation russe. Poutine fait adopter une doctrine de sécurité de l'information en 2000, qui est une doctrine qui repose notamment sur la lutte contre la manipulation de l'information pour protéger la sphère informationnelle russe de toute ingérence étrangère. Et beaucoup d'auteurs de cette époque russe considèrent que le plus grand danger, la plus grande menace pour la Russie repose sur la sécurité psychophysique de la nation qui pourrait être remise en cause. De tout ce que j'ai dit, vous permettra de comprendre cette définition que l'amiral Piroumov donne de la guerre informationnelle. Elle consiste à garantir les objectifs de la politique nationale en temps de guerre comme en temps de paix par des moyens et des techniques permettant d'influencer les ressources d'information de la partie adverse et comprend les influences sur leur système d'information et l'état psychique de l'ennemi. La dimension psychologique de la guerre de l'information est fondamentale pour les Russes et en particulier pour le GRU, qui, des 3 services extérieurs russes, est celui qui a la plus longue tradition de guerre psychologique et qui a su opérer un tournant numérique déterminant. Ce tournant a été opéré lorsque les smartphones ont permis un accès à l'esprit de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions d'internautes. C'était un outil d'émancipation qui a permis un certain nombre de révolutions Twitter, d'insurrections, un outil dont le potentiel déstabilisateur n'échappait pas au département d'État des États-Unis, qui subventionnait des opposants à des régimes autoritaires en les encourageant à recourir aux plateformes numériques. Un outil qui, pour cette raison, était perçu comme un instrument au service de la diffusion de contenu venant déstabiliser la Russie. Et je crois, j'en ai l'intime conviction, le moment clé de l'histoire de ces 20 dernières années, c'est le mois de décembre 2011, lorsque confronté aux plus grandes manifestations depuis son avènement au pouvoir, Vladimir Poutine considère qu'il y a là la main des services extérieurs occidentaux. Son entourage considère que la Russie est victime d'une guerre en réseau,
que l'on cherche à introduire des virus psychiques au sein de la société russe à travers des ONG, l'appui à des minorités, l'appui aux opposants, aux dissidents, etc. Ce qui aboutit à la riposte qui repose notamment sur l'instrumentalisation des médias sociaux occidentaux au service de la propagation des narratifs russes, mensongers ou non. Wiener écrivait qu'il n'y a pas de ligne de Maginot du cerveau. Il a raison. La ligne Maginot, si elle pouvait exister, en tout cas a disparu en 2010, lorsque des chercheurs américains ont établi une méthode permettant de prédire la personnalité d'un individu à partir de son comportement sur les médias sociaux, ce qui a donné lieu à un brevet déposé par Facebook, ce qui a donné lieu à des recherches partout, et ce qui a donné lieu surtout à un intérêt très vif de la part de la Russie, qui a trouvé une porte d'entrée en la personne d'Alexander Kogan, que vous voyez ici. Il est né en Moldavie, il a vécu à Moscou, il a émigré aux États-Unis, il a fait une thèse en physique, puis une thèse en psychologie, ou plus précisément en psychométrie, et il travaillait à Cambridge. Il a été recruté par la société Cambridge Analytica parce qu'il travaillait sur un type d'analyse prédictive qui intéressait beaucoup Steve Bannon, qui était l'analyse prédictive d'un type très particulier de personnalité, que l'on appelle depuis 2002 la sombre triade, des gens qui partagent des traits de caractère qui ne vous donnent pas envie de passer Noël avec eux. Ils sont psychopathes, ils sont narcissiques et ils sont machiavéliens. Ils peuvent représenter une infime proportion de la population, mais à l'échelle des médias sociaux planétaires, c'est une population qui représente un poids non négligeable. Et ils ont deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est qu'ils sont plus enclins que le reste de la population à adhérer à des théories du complot, quelles qu'elles soient. Et la deuxième, c'est qu'ils sont le plus susceptibles que les autres de s'engager dans des actions violentes. La préoccupation des Russes, c'est l'amplification du trolling, ce qui a été très bien décrit à l'instant. Comment faire pour que M. Dupont, 65 ans, se crée un compte sous pseudonyme sur Twitter pour commencer à insulter, harceler des gens qu'il ne connaît pas. Bon. Et pour faire court, les expériences de Cambridge Analytica, de l'équipe de Kogan et des chercheurs de Cambridge ont été dupliquées en Russie. L'expérience a même été publiée dans un journal très officiel, scientifique, avec comité de lecture, impeccable. Et ensuite, les services russes se sont lancés à l'assaut de cette technologie. Le FSB via Lukoil, en demandant un rendez-vous commercial avec l'équipe de Cambridge Analytica en Angleterre. Et Cambridge Analytica dit « chouette, on va donner ce rendez-vous ». Et Lukoil ne leur pose que des questions sur la façon d'influencer les électeurs américains, ce qui doit être nécessaire pour le bénéfice économique de Lukoil. Et puis le GRU, lui, a procédé comme il le fait toujours, c'est-à-dire d'une part par du renseignement humain, avec des agents qui ont eu accès à des données électorales au sein même de l'équipe de Cambridge Analytica et au sein du Parti républicain. Ils ont récupéré la base électorale du Parti républicain depuis qu'on tenait compte numériquement, dans le champ numérique de ces élections. Et puis, ils ont hacké le serveur d'Alexander Kogan pour récupérer les données de sa société. Donc, comme ça, ils étaient sûrs de récupérer à la fois la technologie, les données, d'entraîner leur système d'apprentissage automatique. Et ils se sont ensuite lancés dans la même opération qui fut celle de Bannon, c'est-à-dire l'application de cette technique d'identification des personnalités fragiles à l'amplification de la propagation de contenu pour encourager la désinhibition d'individus qui, en temps normal, sont des gens tout à fait normaux, mais qui peuvent se transformer, comme vous le voyez ici, en citoyens conspis et névrosés. L'alt-right, qui est un allié objectif de la Russie et pénétré depuis longtemps par les services russes, en particulier le GRU. L'un des signes les plus manifestes de cette pénétration russe, de cette mouvance, c'est le mouvement QAnon, qui a été lancé en octobre 2017 pour détourner l'attention à l'origine de l'enquête sur l'ingérence russe. Et ceux qui ont poussé le narratif QAnon à ses débuts,
étaient ceux qui étaient le plus directement mis en cause pour leur proximité avec le Kremlin ou Vladimir Poutine, comme ici, vous le voyez, Michael Flynn, qui est à la droite de Poutine. On ne peut pas faire plus près. On est en décembre 2015. On fête l'anniversaire de RT. Et cet ancien directeur du renseignement national américain est le seul ancien patron de service de renseignement américain à avoir pu visiter les locaux du GRU. Chouette. Et il est devenu l'un des plus vaillants propagandistes de QAnon. Pour permettre la propagation de cette méga théorie du complot, les services russes se sont appuyés sur tous les dispositifs à leur portée. Le premier dispositif leur a été servi sur un plateau par les géants du numérique. Le modèle économique des plateformes, c'est la viralité du contenu, parce que la viralité génère un effet de réseau, que cet effet de réseau produit des données, que ces données produisent de la valeur. Et donc, tous les systèmes publicitaires de ces plateformes numériques qui ont pour finalité le profit reposent sur un principe simple qui est la maximisation la maximisation du profit, donc le paramétrage des systèmes pour encourager les contenus qui génèrent le plus de viralité. À savoir, on le sait maintenant de façon incontestable, les contenus qui génèrent les émotions les plus fortes, à commencer par la colère et la haine. C'est-à-dire que le métier fondamental d'une plateforme numérique, c'est courtier en haine. C'est structurel. Ensuite, il y a les services publicitaires. C'est-à-dire que le service publicitaire vous permet, une fois que vous avez identifié les likes qui prédisent l'appartenance à la triade sombre, de présenter un contenu spécifique à des individus que vous allez engager dans un groupe pour les endoctriner et puis les lancer le moment venu dans une action souvent encadrée par quelqu'un sur le terrain. Et enfin, vous comptez sur l'autopropagation de ces systèmes. Ce qui m'a le plus fasciné dans le travail pour mon dernier livre, c'est le fait que leur mode de pensée repose non seulement sur une analogie entre les virus informatiques, l'homme et la machine, mais une analogie entre virus informatique et virus informationnel. C'est-à-dire qu'il s'agit d'encourager l'autopropagation. Il s'agit d'encourager des acteurs à relayer, propager des contenus pour des raisons qui leur sont propres, qui peuvent être d'ordre idéologique, psychologique, d'ordre également de l'intérêt bien compris. Lorsque vous êtes un gourou QAnon en vue, vous vendez énormément de livres, vous avez des revenus Twitter, des revenus YouTube qui sont conséquents, donc vous gagnez bien votre vie. La désinformation génère des revenus considérables, des revenus qui sont fondamentaux pour cette économie qui est instrumentalisée également par les services de renseignement. QAnon était surreprésenté parmi les militants qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021, surreprésenté à Brasilia. Il y en a l'expression dans l'illustration avec certaines des victimes. 2 des 4 victimes ce jour-là étaient des adeptes de QAnon. Les théories QAnon se sont déversées sur l'Europe. On sait grâce à David Chavalarias et son Institut des systèmes complexes que la propagation s'est faite par l'intermédiaire du Québec, avec des militants conspirationnistes québécois qui ont traduit des contenus, des narratifs qui ensuite ont été diffusés en Europe. Et le mouvement QAnon a trouvé l'occasion de manifester sa violence très récemment en Belgique et finira par se manifester en France. Je termine par dire une chose qui me paraît importante. Ça fait très longtemps que je fais des livres assez anxiogènes, que j'essaye de rendre marrants parce que je raconte la vie des gens et ce qu'ils font et pourquoi, et je raconte des choses marrantes, je crois, enfin que je trouve marrantes, mais j'en ai assez de faire des présentations comme celle-ci et de laisser les gens à leur désespoir en leur disant « achetez mes livres, vous serez encore plus déprimés que maintenant ». Raison pour laquelle je suis sorti de ma posture de chercheur dans mon dernier livre pour
alerter sur la gravité de la situation, parce que la situation est particulièrement grave pour nos démocraties, et puis également proposer un certain nombre de pistes de réponse. Le moment est crucial. Il y a l'ouverture des États généraux de l'information le 3 octobre, il y a les discussions à l'échelle européenne sur le droit, la liberté de la presse. Donc c'est le moment ou jamais d'accompagner nos gouvernements, et en particulier le gouvernement français, à prendre les bonnes décisions. Sachant que nos gouvernements sont tentés toujours de prendre les mauvaises. La mauvaise, c'est la censure des contenus, parce qu'elle est inefficace et contre-productive. La mauvaise, c'est de s'en remettre à l'autorégulation du secteur des médias sociaux, parce que ça a toujours échoué et ça ne peut structurellement qu'échouer. À partir du moment où vous gagnez plus d'argent en commettant une infraction qu'en ne la commettant pas, et que le montant de votre infraction est supérieur à l'amende que vous allez payer 10 ans plus tard, vous êtes un agent rationnel, vous commettez l'infraction, vous avez l'argent, vous provisionnez cet argent pour payer l'amende ou pas, et c'est réglé. Ce que je préconise, c'est d'adopter le mode de pensée qui est celui de nos adversaires, et en particulier russes. C'est-à-dire, considérons 5 minutes ces virus psychologiques. Ils ont une différence de taille par rapport à un virus informatique. Le virus informatique a généralement un kill switch. Il y a quelques lignes de code qui permettent à ceux qui ont lancé le virus d'interrompre sa propagation, ce qui a pratiquement toujours été le cas lorsque l'objectif assigné au virus était rempli. S'agissant des virus tels que QAnon, il n'y a pas de kill switch. Le KGB a lancé le 26 novembre 1963, une grande opération de désinformation à propos de... Oui, je sais, c'est 20 minutes. À propos de la mort de Kennedy. Depuis lors, régulièrement, le KGB puis l'USVR, et même Vladimir Poutine, qui en parle de temps en temps, relance cette théorie du complot sur la mort de Kennedy. Mais rien ne peut l'arrêter. Aucun gouvernement russe ne pourra dire c'est fini, on arrête ce délire sur JFK, ou on arrête le délire sur les pseudo-laboratoires en Ukraine, ou on arrête le délire QAnon et Hillary Clinton qui est supposée boire le sang des enfants. Autrement dit, il faut adopter une autre approche. La meilleure approche, à mon avis, c'est d'abord la vaccination contre un virus. Cette vaccination est le fait des fact-checkers, des journalistes. Cette vaccination est le fait aussi des enseignants et de tous ceux et toutes celles qui contribuent à l'éducation aux médias, à l'information. Cette vaccination devrait aussi toucher en priorité ceux qui sont le plus concernés. On a parlé des plus de 65 ans, je suis d'accord. Il y a aussi les rédacteurs en chef de médias à finalité commerciale qui relaient mécaniquement la propagande du Kremlin sans se préoccuper un seul instant de la véracité de son contenu ou de son caractère manipulatoire. Nick Davis, dont j'adore le livre, écrivait « Le journalisme sans vérification des faits est comme un corps immunitaire sans système comme un corps humain sans système immunitaire. Nous devons renforcer le système immunitaire de nos sociétés face à la désinformation. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'abord de garantir la liberté de la presse, la liberté des journalistes, de ne pas entraver l'action des journalistes, même si elle ne fait pas plaisir au pouvoir en place et si elle touche à des questions de sécurité nationale, ne pas interdire des contenus au prétexte qu'ils sont manipulatoires et encourager un journalisme de qualité, à commencer par un journalisme de service public, qui est précisément celui qui a le plus souffert ces dernières décennies. J'écris à un moment qu'en 2001, lorsque les États-Unis envahissent l'Afghanistan, l'ensemble des médias américains ont un correspondant en Afghanistan. Donc autant dire que la capacité des médias américains à traiter de l'invasion était compliquée. Donc il faut investir dans la liberté de l'information, dans la liberté de la presse et dans le travail des journalistes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup David Colomb pour cette belle intervention, pour cette conclusion qui me touche particulièrement personnellement. Sans plus attendre, Dominique Boulier. Merci David de me passer la main. Oui, bonsoir à tous. Merci à mes collègues d'avoir si bien documenté des facettes justement de cette question que nous essayons de traiter, qui est une façon de décliner l'idée de propagation. Et merci à notre animatrice de me faire respecter le temps, sans pitié. Et parce qu'après tout, on aura l'occasion de le dire un peu plus loin. Donc,
évidemment, j'étais supposé, si ça marche, et non, attendez, voilà. J'étais supposé utiliser les interventions de mes collègues pour vous faire entrer dans la logique du modèle que je propose. Parce que je vous préviens tout de suite, nous allons faire un petit pas de côté qui est plutôt un pas du côté de la théorie sociale. Donc c'est un petit peu sévère, peut-être, après les aventures terribles que nous a raconté David, et puis les personnages assez fascinants dont Manon nous a parlé. Bon, on va faire un peu de théorie sociale. Bon. Pourquoi je pense que c'est important? C'est parce que, précisément, tant qu'on ne pense pas le phénomène, je crois que vous l'avez dit dans l'introduction, tant qu'on ne pense pas correctement le phénomène, eh bien, on utilise encore des vieux archétypes qui, en réalité, ne nous permettent pas de voir à quel point nous sommes dans une période cruciale. Et pas seulement, comme on l'a dit à propos des réseaux sociaux, pas en termes de plateformes et de systèmes de notre espace public, et pas seulement non plus en termes de désinformation organisée comme propagande, comme David Colomb vient de le montrer brillamment. Donc il y a effectivement une mutation que nous vivons actuellement. Il faut la caractériser, et c'est cela sur lequel je voudrais attirer votre attention. Finalement, c'est la seule chose qui m'intéresse dans cette affaire pour le moment. Évidemment, tous les sujets chauds que l'on traite vont mobiliser votre attention et vos émotions, mais je voudrais que vous preniez le temps de faire ça. Alors, je pensais que justement mes collègues allaient me donner de la matière à réfléchir en me disant, ben voilà, vous avez tout de suite deux approches différentes. Et puis ça ne marche pas, parce qu'en réalité, ils ont des approches plus subtiles que je ne pensais. Je ne pensais pas qu'elles n'allaient pas être subtiles, mais je me disais, je pourrais les tirer du côté qui m'intéresse. Bon, en réalité, non, c'est plus fin. Bon, alors, vous voyez, ce que vous venez d'entendre, par exemple, de la part de David, pour moi, j'introduis juste ça pour dire comment je vais positionner le petit modèle que j'essaye de développer. C'est effectivement, on a une approche ici très clairement orientée vers les intentions d'un certain nombre d'acteurs stratèges qui sont très puissants, et vous voyez qu'il a effectivement tissé tous les fils, comme le bon historien qu'il est, il arrive à reconstituer tout cela. À certains moments, on se dit, tiens, c'est même plus seulement des individus, c'est carrément une structure, avec l'histoire du KGB, là, on est presque pas loin d'une structure sociale spécifique à la société russe, mais en fait, à la fin, c'est autre chose. C'est en réalité que, précisément, cette capacité à orienter l'action et à être l'acteur stratège dans cette guerre de l'information, eh bien, se transforme aussi en expérience de dépossession d'une certaine façon, puisque l'expression qui a été employée, c'est de dire celle de c'était Andropov qui disait effectivement elle vit de sa vie. C'est des informations qu'on a lancées, ça vit de sa vie. C'est exactement la thèse que j'essaye de défendre. Mais je ne suis pas inspiré par Andropov, je vous rassure. Bon. Et Manon Berich, précédemment, nous a dit, elle, de son côté, qu'effectivement, elle s'intéressait, avec le Media Lab, elle s'intéressait aux propriétés de ces relais. Alors, ce n'est plus les grands acteurs qu'on a vus tout à l'heure, ce sont les petites mains, j'allais dire, de la propagation, et qui seront présents partout, mais pas tant que ça, quand même, c'est intéressant, et qu'elle peut du coup cibler et identifier, mais elle s'intéresse là aussi aux propriétés des personnes, des individus, et donc à leurs préférences individuelles et à leurs propriétés d'émetteurs en tant que tels, ou de relayeurs, comme elle le disait. Et vous voyez que ça m'a un peu surpris, parce que j'avais lu d'autres études du Media Lab qui parlaient plutôt du système politique, de la polarisation, qui permettait de rendre compte de la façon dont ces fake news, par exemple, sont relayées. C'est présent dans son intervention, un peu parce qu'on voit bien qu'il y a une polarisation qui est présente dans les publics, les relayeurs en question. Donc, c'est pas complètement absent, mais il y a donc là, on n'est plus dans un effet d'individus qui font des choix individuels, on est réellement des préférences individuelles, on est dans des effets aussi de structure de l'espace politique, qui a précisément des repérages assez classiques, gauche-droite quasiment. Mais comme elle introduit la question du rapport aux institutions, ça complexifie l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas positionnés vraiment sur cet axe-là. Donc vous voyez, pour vous dire qu'on a affaire à des chercheurs fins qui complexifient les choses, ce qui n'arrange pas mon affaire pour vous présenter la pertinence de mon modèle, mais précisément c'est cela qui m'intéresse, et c'est pour cela que je voulais qu'on soit réunis pour pouvoir prendre en compte l'intérêt d'une approche de différents points de vue. Et c'est ça le point qui est essentiel dans ce que je fais, c'est que ces points de vue-là, ils sont nés historiquement d'un certain nombre de dispositifs qui nous permettent de tracer le social ou de le récupérer ou d'en avoir une vision.
Alors vous voyez, là je fais un peu ce qu'on appelle en sciences sociales plutôt des Science and Technology Studies, c'est-à-dire on essaye de comprendre les cadres de pensée eux-mêmes et leur émergence à une époque historique. Or, nous sommes actuellement, c'est le pari que j'avais fait, de dire nous sommes désormais dans une troisième génération. Quelles étaient les deux premières ? Eh bien, la première génération, c'est celle qui est née avec les recensements. Avec les recensements, datons-les si on veut de 1890, puisque c'est là où la société Hollerith va utiliser ces machines, la société qui deviendra IBM, et c'est le moment où on essaye en tant que gouvernement de construire une vision du tout de la société. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au même moment, donc avec cette exhaustivité, qui est une exigence statistique importante, mais au même moment, on va voir effectivement qu'il y a Durkheim qui pense aussi la société. Je vais y venir tout de suite. Dans la deuxième génération, c'est-à-dire les statisticiens eux-mêmes, pendant 30 ans, commencent à discuter du fait que c'est quand même très lourd, ces recensements. Ça se déroule tous les 10 ans et on a beaucoup de mal à les réactualiser. Pardon. Et à ce moment-là, on doit pouvoir travailler sur de l'échantillonnage. Vous me direz, bon, c'est une question technique de statisticien et puis c'est tout. Non, c'est très important. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse accéder à la société à travers des échantillonnages. Techniquement, évidemment, c'est beaucoup plus productif, d'une certaine façon. Et puis surtout, ça nous donne une capacité de réflexivité pour une société qui est beaucoup plus régulière, cyclique et répétée. Or, à quoi on va accéder ? Eh bien, on ne va pas accéder au recensement, au rythme des sondages qu'on connaît. On ne va pas faire des recensements toutes les semaines, comme on fait des sondages désormais. Non, en réalité, on va s'intéresser à l'opinion. Pourquoi ? Parce qu'on va faire extraire des expressions individuelles à travers des cadres bien construits, qui sont les systèmes des sondages, avec des méthodes d'enquête, avec cette base d'échantillonnage qui renvoie à la population de référence, bien entendu, avec des intervalles de confiance. Donc, on solidifie tout cela avec toutes les critiques qu'on peut en faire, mais on finit petit à petit par créer ce qu'on appelle une convention. Une convention qui tient et qui continue à tenir, puisqu'on fait des sondages de plus en plus. Vous voyez, c'est pas malgré les critiques qu'on en fait, il y en a toujours de plus en plus. Et donc c'est important, ça c'est Gallup à un moment qui le fait, mais c'est à partir de méthodes liées à l'audience, à la mesure des journaux, puis surtout de la radio. Et donc cet élément-là est très important, puisque ça va constituer effectivement la référence de base, ça va être les masses médias. Et là, on voit émerger quoi ? Non plus la société, mais l'opinion. L'opinion, on pourrait dire qu'elle existait avant, mais on pouvait dire tout ce qu'on voulait, mais on ne l'attrapait pas. Là, désormais, on a un artefact qui vaut ce qu'il vaut, d'accord, mais au moins, il nous permet de l'attraper et de faire comme si les Français pensent on sait ce que ça veut dire. Tout le monde peut le critiquer aussitôt après, mais en même temps, il faut être un peu robuste pour pouvoir être capable de discuter les énoncés en question. Notre époque, c'est ma prétention ici, dans le livre, et depuis pas mal d'années à partir desquelles j'ai travaillé sur tous ces thèmes-là, c'est de dire que l'époque contemporaine nous fait entrer dans une troisième ère de quantification. Ces thèmes-là, ce sont des thèmes qui ont été travaillés par Alain Desrosières, qui est vraiment la référence sur ces questions-là, sur les questions de quantification et d'histoire de la quantification. Et donc, nous sommes dans une nouvelle ère de quantification qui n'est plus celle des instituts de sondage, qui n'est plus celle des instituts statistiques nationaux, qui est celle désormais des plateformes GAFAM. Donc, c'est des dispositifs privés, mais les instituts de sondage sont aussi privés, hein, et surtout qui ont la puissance que David a mentionnée déjà, et qui vont nous introduire non pas tellement aux données personnelles, vous savez, parce qu'on a fait beaucoup de choses avec le RGPD en ciblant, et à juste titre, le risque de captation des données personnelles. Mais en réalité, leur business model, il est centré sur des traces, c'est-à-dire des choses qui sont élémentaires, qui vont être le temps de passage sur une page, les liens que vous avez, les likes que vous avez faits, etc. Et on va faire des corrélations avec du big data et avec du machine learning, qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et avec ça, on va essayer de produire justement des revenus, comme l'a très bien dit David. Donc à partir de là, on est dans un autre monde de quantification. Et les marques sont au cœur de tout cela, puisque tout le système Internet fonctionne massivement par l'appui sur la publicité. Alors vous me direz, bon, ça n'a pas de rapport avec toutes les questions de propagation. Eh bien voilà, le problème, c'est que justement, si, ça en a un rapport. Au début, quand on a créé la vision de la société, eh bien, il y avait une théorie qui est née en même temps, mais sans qu'il y ait une cause et un effet. Il y avait Durkheim qui, au même moment, dans les années 1890, commence à publier, notamment le suicide qui, lui, est fondé sur des statistiques, ce qui n'était pas le cas de tous ses travaux. Eh bien là, effectivement, la question de la division du travail est au cœur de tout le débat politique de l'époque, y compris pour contrer le marxisme qui est de son influence, et l'État-providence, comment on redistribue les choses. L'idée est à ce moment-là d'identifier les corps en mode de surveillance. C'est Bertillon à la même époque, hein, où on identifie les corps. Et puis, on a des machines particulières, c'est celle d'IBM que j'ai évoquée, le futur IBM.
en 1930, dans les années 30, 1936, c'est Gallup qui fait le coup de force de prédire l'élection de Roosevelt, contrairement à toutes les attentes. Et à partir de ce moment-là, on voit que la question qui est posée, c'est celle des médias et de l'analyse de la réception de ces médias-là et surtout de la propagande. Et vous comprenez pourquoi, dans les années 30, ça commençait à être un problème sérieux. Et donc, vous voyez qu'on ne traite pas les mêmes thèmes. On n'a pas les mêmes auteurs de référence, on n'a pas non plus les mêmes dispositifs techniques pour capter tout cela et pour faire exister les notions que l'on veut traiter. Vous voyez qu'on on a donc des points de vue d'une certaine façon, mais qui sont très bien équipés, et la radio est le domaine technique de tout cela. Et on essaye d'influencer les esprits à la mode de Goebbels, si on veut, d'une certaine façon. Et puis à notre époque, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à notre époque, ça vous paraît peut-être étonnant de dire que tiens, c'est Calon, Latour et Lowe qui deviennent les références, parce qu'on ne les voit pas trop sur ces questions de quantification comme cela. Si, ils l'ont été. Ils l'ont été, notamment Michel Calon, dans la scientométrie. Et la scientométrie, c'est un des problèmes, et il se trouve que le thème de tous ces chercheurs-là, ça a été beaucoup la science et la technologie, ce qui se comprend dans notre époque aussi, avec les conséquences écologiques d'ailleurs que cela a, bien entendu. Et l'intérêt, c'est qu'ils sont dans l'idée qu'à partir de là, on va pouvoir construire des liens et cartographier et suivre les liens des citations, etc. C'est ce qui va servir à construire les algorithmes de Google, en empruntant notamment à ce que Kleinberg avait fait, qui lui-même utilisait la scientométrie. Donc vous voyez qu'il y a une filiation d'un autre monde de quantification qui va nous donner accès au monde et au monde social, mais d'un autre point de vue, avec d'autres méthodes. Et ça ne veut pas dire que les autres ont fini d'exister, mais il n'empêche qu'ils sont en réalité disons, mis au défi par la masse d'informations et de données que l'on a désormais. Le problème, c'est celui-là, c'est qu'il faut qu'on se rende compte que quand on change de dispositif technique, de collecte de données, on change aussi d'approche, malgré nous, quelquefois. C'est ça le problème. Donc mon souci, c'est qu'on soit à peu près cohérent entre les choix d'outils que l'on fait et les approches que l'on a, sans hiérarchiser, sans disqualifier les approches qui pouvaient exister auparavant, notamment par le fait que quand on dispose d'une méthode, eh bien, on va avoir tendance à attribuer une agentivité, terme un peu savant, qui est une traduction pas très élégante de l'anglais agency, mais qui veut dire qu'on attribue un certain pouvoir d'agir à certaines entités. Et c'est cela qui fait que j'ai adopté effectivement une forme nouvelle de présentation qui n'est plus celle historique, qui est, de mon point de vue, assez solide, bon, à discuter, mais quand même, mais qui est celle, effectivement, des standpoints, des points de vue. Et les points de vue, c'est quoi ? C'est effectivement, d'une part, ceux qui, quand on cherche à attraper le social d'une certaine façon, vont dire que c'est la structure sociale qui agit. Les autres vont dire que c'est plutôt les préférences individuelles. Et je prétends qu'il doit introduire un troisième point de vue qui est effectivement celui des propagations, c'est-à-dire de ce qui nous traverse. Et j'appelle ça, dans une autre terminologie qui est assez facile à retenir, que je vous invite à capter, si vous voulez, c'est effectivement le fait que nous sommes des héritiers, donc nous sommes dans l'héritage, ce que toutes les sciences sociales, tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas suivi des cours à l'université, ont fini par admettre, c'est-à-dire que bah oui, on est un peu le produit de nos influences historiques, de notre éducation, de nos parents, de tout ce qu'on veut, de notre position sociale. Ce n'est pas une thèse absolument révolutionnaire. Bon, le problème étant de savoir jusqu'où on va dans l'explication totale du social par ça, ou est-ce qu'on est capable d'admettre qu'il y a aussi des moments où nous avons des capacités individuelles de décision, nous avons des préférences individuelles que nous manifestons, ce qui est exactement ce que j'ai évoqué tout à l'heure en disant qu'il y a des acteurs stratèges. Donc mes collègues ici ont présenté plutôt des acteurs stratèges qui ne sont pas seulement l'objet de la reproduction, j'allais dire, de ce qu'ils ont hérité, mais qui sont aussi, qui prétendent aussi avoir des capacités d'orientation du monde, de décision, etc., qu'ils soient très gros acteurs au KGB ou qu'ils soient petites mains de Twitter de l'autre côté. Et donc, c'est des capacités d'arbitrage, d'une certaine façon. Et puis, la troisième, moi, ce que je prétends, c'est qu'effectivement, malgré tout, et c'est ce que disait David aussi à la fin sur ces virus qui s'autopropagent, c'est qu'effectivement, nous sommes aussi traversés par ce qui circule, par des entités qui agissent aussi, qui finissent par être agissantes. Alors on va dire, oui, mais ils ont été les messages que l'on voit, les mêmes, etc., ça a été créé par des humains. Et oui, mais le problème, c'est que ça nous échappe. C'est-à-dire que c'est même plus la peine d'essayer de savoir d'où ils viennent, parce qu'on ne peut plus savoir. Il y a une quantité de variations, point essentiel dans cette approche théorique, puisque nous sommes dans une vision là, qui est délibérément évolutionniste, qui compose avec les variations, et un milieu que nous avons créé avec le numérique est un milieu qui engendre une quantité infinie de variations.
et en même temps qui va permettre de la sélection. Donc vous voyez que c'est ce modèle-là qui va être intéressant. Et dans ce cas-là, nous sommes effectivement des véhicules pour la propagation des mèmes. C'est pas très brillant comme statut humain. Ça ne veut pas dire que j'explique tout avec ça. Non, pas du tout, justement. Mais il y a une partie de nos comportements qui doivent attribuer l'agency à cet élément-là, qui sont la circulation de ces entités qui nous influencent en traversant. Quand on fait de l'analyse de réseau, classiquement, eh bien, on a tendance à dire, bon, il y a une structure de réseau, hein, on est dans une organisation, eh bien, vous allez voir la densité du réseau, les bridges, ceux qui font des ponts, etc., la centralité, puis il y a des mesures en topologie du web de centralité, etc. Et puis d'autres vont dire, non, il faut s'intéresser aux nœuds, aux propriétés des nœuds, c'est-à-dire, par exemple, des influenceurs, parce qu'on travaille sur les influenceurs maintenant. Est-ce que l'un a tort et l'autre a... Non, tout le monde peut adopter un point de vue. Le problème, c'est qu'il faut être bien conscient qu'on en adopte un, et pas prétendre avec ça expliquer tout le reste, vous voyez. Et surtout, le problème qu'il y a, c'est que dans ces analyses-là, on manque un élément, c'est ce qui circule. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Alex Pentland, qui est un ancien directeur du MIT, qui a fait un bouquin qui s'appelle Social Physics, et qui explique qu'il va montrer comment les idées se propagent, si vous voulez. Et puis, en réalité, il y a une page et demie sur ce dont il parle quand il parle d'idées. Il analyse la structure des organisations, il analyse les nœuds de certains influenceurs, etc. Et puis il dit, on ne sait pas si c'est des nouvelles d'informations, des jokes, des tips, des recettes pour trouver un boulot ou je ne sais pas quoi. C'est pareil pour lui. Là, il y a un problème. On doit prendre au sérieux ces entités, de quoi elles parlent, comment elles sont formatées et pourquoi elles peuvent, certaines d'entre elles, gagner de l'influence par rapport à d'autres. Vous voyez ? Alors évidemment, on est passé d'une époque, non, il y a un haut de trop là, d'une époque effectivement du gossip, effectivement où ça circule, c'était la conversation, c'était la rumeur, et puis vous voyez cette 1948, on est passé désormais à cet autre monde qui est celui de la vibration du monde. Et comme l'a dit David tout à l'heure, les plateformes sont ces dispositifs qui depuis 2008-2009, là où elles ont commencé à se monétiser, et à exploiter les ressources attentionnelles qu'elles peuvent tirer et générer par les types de contenus qu'elles peuvent pousser, eh bien nous avons cette vibration du monde qui est excitée, très clairement. Là, c'est dans le cas de « Je suis Charlie » à un moment. Il y a évidemment une analogie dans ce que je viens de dire avec la phylodynamique en épidémiologie, où on suit les variants. Vous voyez, ça, j'adore la phylodynamique, c'est absolument passionnant, en plus c'est très beau comme visualisation, mais ça veut dire que ça n'arrête pas de se différencier. Il y a de la variation. Et puis au bout du compte, on se rend compte qu'il y en a un qui gagne sur les autres. Alors je ne rentre pas dans la technique et la façon de le justifier, mais n'oublions pas qu'il y a du hasard dans ces variations. C'est le principe même de l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs de codage. Ah ben voilà. Y compris dans nos mèmes, quand elles se reproduisent, dans tout ce qu'on se fait circuler, quelquefois il y a des erreurs, et il y a un gag qui passe alors qu'il n'aurait pas dû passer, et puis finalement, pas qu'il a un grand succès. Vous voyez. C'est difficile à admettre le hasard pour les sciences sociales, ça ne va pas. Quoi. Bon. Donc il va falloir quand même aussi en tenir compte un peu. Alors mes étudiants, par exemple, ça fait plusieurs années que je donne des cours sur les propagations à Sciences Po. Eh bien, mes étudiants ont pris le cas, par exemple, des cartoons qui est celui sur le Pippi the Frog, où en montrant bien que le même propriété sémiotique de la grenouille, finalement, est utilisée par l'alt-right de Trumpiste à un moment et est utilisée par les opposants au régime chinois à Hong Kong à un autre moment. Alors vous voyez que c'est intéressant, c'est cette variation et cette réplication de façon très différenciée. Et là, on a un intérêt à suivre les propagations, parce que ce sont les contenus qui traversent nos esprits sans nous en rendre compte et qui font éventuellement des connexions et des ponts tout à fait inattendus, mais qui peuvent être exploités, y compris par ceux qui essayent de les comprendre pour en faire quelque chose. Un autre exemple, pour rester dans le domaine plutôt politique, puisqu'on est un peu parti dans ce domaine-là, par exemple les émeutes de Ferguson, donc où un jeune noir avait été tué par la police à l'époque, et on a eu effectivement, on peut étudier par exemple les différentes versions de l'histoire sur les tweets. Donc on a des milliers de tweets, des centaines de milliers de tweets qui vont privilégier une version de l'histoire qui consiste à dire à être outré par la violence au départ, et puis après ça va devenir un débat sur la couverture par les médias, puis après sur la façon dont on traite l'inculpation du policier. Enfin, vous voyez, et tout ça en 24 heures là. Vous voyez, plusieurs versions qui se succèdent. C'est exactement cette effervescence qui est créée par les plateformes qui génère une compétition, n'oublions pas, entre toutes ces ressources informationnelles. Laquelle va gagner ? C'est ça qui est intéressant de savoir et de comprendre pourquoi. Je vais terminer justement là-dessus. Merci. Il faut qu'on construise des dispositifs expérimentaux de traçabilité, ce qui avait été fait par Kleinberg à nouveau en 2009 sur le meme tracker. C'était avant que les réseaux sociaux émergent, c'était la campagne Obama.
et où ils sont capables d'aller jusqu'à voir la façon dont le même énoncé est transformé progressivement. Ça, c'est magique, c'est super, c'est très compliqué à faire, je peux vous dire, j'ai essayé, et ça ne marche pas toujours, c'est très compliqué. Mais c'est cela qu'on doit essayer de faire pour comprendre les propriétés sémiotiques et leur capacité d'agir. En conclusion, je dirais que ce que je fais là, c'est seulement, avant tout, une offre diplomatique pour les sciences sociales, de dire, nous avons chacun des points de vue, assumons-les, faisons-les correctement, sans prétendre expliquer tout le reste. Parce que précisément, à ce moment-là, on mène des batailles qui sont sans intérêt et on ne se préoccupe pas surtout de rigueur des énoncés, de robustesse des énoncés. Le numérique nous permet d'avoir des énoncés plus robustes. C'est pour ça qu'on avait créé le Media Lab avec Bruno Latour. Et donc, je vois que ça vit toujours, donc c'est bien. Et c'est important, même si on n'a pas les mêmes points de vue qu'on adopte. Et surtout, il est important de se dire qu'on ne va pas attraper tout le social. Quand on fait de l'activité, une science, on découpe forcément. Et on découpe, donc on a des points de vue. Il suffit d'être responsable de ce point de vue-là et de savoir, quand on va discuter maintenant et revenir sur les questions des fake news ou de la propagande, de savoir de quel point de vue on le traite. Et à ce moment-là, on sera un peu plus conscient de ce qu'on fait et on sera un peu plus cohérent, à condition, effectivement, d'avoir accès à ces données. C'est la dernière mention que je ferai. C'est qu'il y a un impératif d'intérêt public pour cet accès aux données et aux traces que nous produisons, qui sont générées sur les plateformes et qui sont de plus en plus fermées. Twitter était le seul espace qui nous restait quelquefois en tant que chercheurs. Et puis maintenant, Elon Musk dit tout ça, ça ne m'intéresse plus, ça ne rapporte pas assez d'argent, je vais faire autre chose. Et résultat, on se dit, ben oui, mais alors la réflexivité qu'on doit permettre aux sociétés à partir de ces traces-là aussi, eh bien, elle est menacée. Donc là, il y a un enjeu politique très important. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention aussi riche et stimulante intellectuellement. Je pense que vous aurez beaucoup de questions. Pour entamer le temps d'échange, je vais revenir à une question pour Manon Berich, une question assez terre à terre, mais vous allez voir qu'elle va nous ouvrir après sur des thématiques plus larges sur les problématiques qui nous occupent ce soir. Donc Manon, j'ai une petite question. Vous avez fait quelque chose qui n'est pas si fréquent. Vous avez parlé à ces relayeurs de fake news. Alors le terme, on n'est pas toujours, on va l'utiliser par commodité, par convention, même s'il a été, comme vous le savez, très galvaudé, et qu'on préfère, nous les fact-checkers et comme les chercheurs aussi, parler de désinformation. Quelles questions vous avez posées aux personnes que vous avez aux personnes auxquelles vous avez pu vous adresser directement? Et en particulier, est-ce que vous avez abordé la question de leur sens de la responsabilité? Ma question est peut-être un peu naïve, est-ce qu'ils se rendent compte de la responsabilité? Et est-ce qu'ils ont une réflexion sur la gravité sur l'importance de la fausseté de leur message? C'est-à-dire qu'il y a leur responsabilité par rapport à la diffusion et leur responsabilité par rapport au fait de non seulement diffuser massivement quelque chose, mais quelque chose qui est faux. Oui, merci pour cette question qui est très importante, parce qu'en effet, comme vous l'avez souligné, il y a très très peu d'enquêtes qui ont été faites, faire des entretiens ou qui sont sortis des réseaux sociaux pour comprendre de façon plus située les pratiques des internautes. Et du coup, je n'ai pas pu, dans ma présentation, un peu parler de ça un peu plus longuement. Peut-être juste, en effet, j'utilise le mot fake news, on passe dessus, et pas désinformation, parce que désinformation sous-entend qu'il y a une intention malveillante, et en tant que chercheuse, je ne peux pas moi-même qualifier les contenus pour dire cette fake news, elle est produite intentionnellement pour créer du chaos et pas celle-ci. Donc on utilisera le mot fake news par convention. Donc comment j'ai fait pour... Donc déjà, j'ai contacté du coup tous les internautes que j'ai observés dans le cadre de mon ethnographie en ligne, donc un peu plus de 130. Et j'ai eu donc que 14 réponses positives, donc un taux très bas. Et je me suis présentée en tant que chercheuse, doctorante au Media Lab de Sciences Po, mais sans leur préciser que je les contactais parce qu'ils avaient partagé une fake news, parce que déjà, il y avait j'anticipais une certaine méfiance. Donc c'était plutôt je précisais mon objet qui était le partage d'informations sur Twitter, sans parler de questions de fake news ou autres. Donc mon but, et aussi parce que mon but c'était de ne pas réduire ces internautes à leur partage de fake news sur Twitter, parce qu'ils ont fait ça, c'était aussi de voir un petit peu quelles sont leurs autres facettes.
Et donc, je les ai interrogés donc déjà sur leurs caractéristiques sociodémographiques, parce que c'est justement ce qu'on peut pas, on peut, mais c'est très difficile, capturer par les traces numériques sur les réseaux sociaux. Et sur leurs pratiques informationnelles, sur leur usage des réseaux sociaux, leur engagement politique, bien sûr. Et pour aborder justement cette question un petit peu qui nous intéresse, je leur ai plutôt demandé déjà si eux-mêmes avaient entendu parler du mot fake news, du débat sur la désinformation, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Aussi si eux-mêmes, si ça leur était arrivé à la fois hors ligne, mais en ligne, que quelqu'un leur dise « attention, tu as partagé une fake news », si eux-mêmes, ça leur arrivait de fact-checker en quelque sorte les autres. Et donc c'est assez surprenant, enfin c'est pas surprenant, mais en fait, et c'est ça la richesse des études qualitatives, c'est que du coup, ça va être très difficile de vous rendre compte de toutes les réponses, parce qu'il y a énormément de nuances d'une situation à l'autre. Donc ce que j'ai pu observer, donc c'est pas, c'est-à-dire que eux n'ont pas l'impression de partager des choses fausses, et au contraire ont plutôt l'impression, se sentent responsables de rétablir la vérité aussi. Donc il y a un petit peu cet enjeu qui est présent. En revanche, j'ai pu observer, j'ai quelques enquêtés qui m'ont dit que ça leur était arrivé en effet d'être suspendus sur Twitter, d'avoir un petit rappel à l'ordre, attention, ce que vous partagez, c'est faux, par les plateformes ou par des internautes. Et leur réaction, globalement, c'est plutôt de la colère ou de l'agacement, etc. Mais certains, on peut me dire, oui, ça m'est arrivé une fois, et à ce moment-là, j'ai supprimé mon post. Donc en fait, on a quand même de la variation selon des situations très spécifiques que je n'ai pas pu déterminer, mais qui, je pense, selon le sujet du contenu lui-même, selon la personne qui leur a dit que c'était faux, selon la façon dont ça a été dit, selon leur degré de conviction, etc. Donc on a quand même pas mal de nuances. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment très clairement à la question, mais voilà quelques éléments. Merci Manon. Et justement pour rebondir là-dessus, on a l'impression d'un paradoxe à travers cette étude. Alors, vous l'avez dit, c'est sur Twitter, qui est un réseau très particulier, etc., sur un échantillon particulier de cette grande masse qu'est la désinformation. Mais finalement, paradoxalement, on a l'impression qu'il y a peu d'acteurs qui relayent des fake news, et pourtant il y a cette impression qui n'est pas qu'une impression, et on en a parlé, et là on va arriver aussi sur les domaines de David Collomb et Dominique Boulier. Pourquoi cette masse de désinformation pour si peu d'acteurs? Ma question, elle est toute simple, mais je pense qu'on est un peu à la confluence de toute la problématique. Je vous laisse peut-être commencer, Manon, et puis on enchaînera. Plusieurs éléments. Donc, le problème, et on l'a dit, c'est déjà qu'est-ce qu'on appelle fake news et désinformation. Et donc on a aussi cette impression faussée parce que nous, les chercheurs, on repose sur une définition très restreinte de ce qui est qualifié de faux. Et donc il y a forcément un décalage entre ce qui peut être observé dans la vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a quand même un élément qui est à prendre en compte, c'est que, par exemple, il y a pas mal d'études, notamment de l'Institut Reuters, qui ont montré que plus de 50% des individus sont inquiets par rapport à la question de la désinformation comme enjeu. Une étude du Pew Research Center aux États-Unis montre que c'est un enjeu que les Américains placent même au-dessus de la crise climatique ou du sexisme. Et donc on a un peu ce paradoxe, c'est que dans le même temps, on a plein de citoyens concernés par les fake news, la désinformation, et dans le même temps une représentation qu'il y a quand même une épidémie de crédulité, etc. Et donc c'est un petit peu paradoxal de se dire qu'on a à la fois des internautes très concernés par la question et d'autres qui seraient très crédules. Et donc il y a cet effet en sociologie qu'on appelle l'effet troisième personne, qui est le fait de se penser plus résistant que les autres aux effets des messages, et de penser que les autres sont plus crédules que soi. Et donc il faut faire attention aussi à pas trop c'est-à-dire qu'il faut quand même... on n'a pas forcément d'éléments pour mesurer la crédulité, la croyance. Déjà, c'est un terme très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment croire à quelque chose? Et donc, il y a un peu cette tendance qui est présente de penser que nous, ça va, mais les autres sont crédules,
qui fait que c'est populaire. Et enfin, dernier point, c'est qu'aussi, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de problème de trouble informationnel, qu'il n'y a pas un problème de qualité du débat public. Et c'est ce qu'on peut voir à travers des titres médiatiques, mais de nombreuses polémiques. Mais le fait de se focaliser... je pense que en fait, je vais passer là la parole parce que je dois encore réfléchir à ce que je veux dire. Merci Manon. C'est des questions extrêmement complexes. Donc justement, le succès de la désinformation qui semble reposer à la base sur un petit nombre d'acteurs, mais évidemment, c'est pas si simple. Et c'est là qu'on arrive finalement au succès de la désinformation et qu'on arrive au ressort de la propagande et la notion même de propagation. Moi, j'avais une question notamment pour Dominique Boulier. Vous insistez parfois sur finalement le fait que le problème principal n'est pas forcément la véracité ou pas du message lui-même. Vous me dites si j'ai bien compris ce que vous pouvez dire, mais le fait qu'il soit aussi viral. Donc première question, on est bien d'accord que le fait qu'il soit vrai ou pas, le message lui-même, ça a quand même une importance. Et en fait, ce que vous voulez dire, c'est que le problème de la viralité, donc de la propagation et donc de ce qui se propage tout seul, et là on revient sur la question aussi de la propagande évoquée par David tout à l'heure, c'est que cette saturation, cette pollution pollue l'espace informationnel, quelle que soit la nature du message finalement. C'est aussi ça qu'on constate aujourd'hui. Je crois que c'est les régimes d'attention dans lesquels nous sommes nous rendent de plus en plus perméables à ce type d'information parce qu'il y a un effet de saturation lié au volume, certes, mais aussi lié au hachage, c'est-à-dire au rythme à lequel c'est déversé. C'est-à-dire que dans votre flux, vous avez à tous les coups un extrait comme ça, quelque chose que vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vous ne savez pas pourquoi ça vient d'ailleurs dans votre flux d'information, ce qui est quand même déjà un problème. Et puis éventuellement, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas déterminer dès le départ que c'est vrai ou faux, parce que ce n'est pas tellement votre problème, mais que ça stimule votre réactivité et ça suffit. Et vous avez commencé à réagir. Vous savez, il y a des pages maintenant, souvent, des pages d'information où il y a des fermes à contenu qui génèrent des trucs qui n'ont aucun intérêt sur il n'avait pas noté qu'il était à l'antenne ou des choses comme ça. Oui. Malgré vous, votre œil est attiré par cela et donc sa carrière est en jeu. Vous dites, tiens, ça y est, votre attention a été coupée, a été hachée. Et donc, on n'est pas très loin de ce que disait David à propos des stratégies de propagande aussi délibérée, qui consiste précisément à produire de la désorientation, à produire avant tout du bruit, qui fait que vous ne pouvez plus vous orienter sur les sujets essentiels. Et à partir de ce moment-là, vous avez du mal à prendre le temps de réfléchir et de ralentir. La question essentielle pour moi est celle du rythme. Les plateformes sont des accélérateurs génériques de stress attentionnel, où vous avez petit à petit une incapacité à prendre le temps de déterminer, parce qu'on vous stimule, parce qu'y compris vous avez des scores que vous allez voir, vous envoyez des likes et on vous en renvoie, etc. Donc ce mécanisme-là, il est effectivement très dangereux. Dedans, la vérité ou pas est presque secondaire. Ce qui est important, c'est que ça choque. Ça crée les chocs émotionnels et donc la visualisation est très importante pour que les vidéos, c'est ça qui a l'effet le plus puissant. Et puis les mots qui sont employés, et puis etc. Donc tout cela, ce sont des dispositifs de réactivité pour des raisons publicitaires qui évidemment sont réutilisés pour des raisons de propagande par d'autres. Et à partir de ce moment-là, la désorientation est l'état général et une forme aussi de fatigue d'ailleurs. C'est-à-dire que quand Manon disait qu'effectivement les gens commencent à être, ont l'impression d'être désinformés, oui, ça fatigue parce qu'on est sans arrêt soumis à des polémiques sur des trucs qui ne nous intéressent pas, mais qui arrivent même à compte-gouttes, si vous voulez. C'est ça qui est important. Mais n'oublions pas quand même que ces questions-là est venues à l'agenda politique depuis Cambridge Analytica. Il ne faut pas oublier, parce qu'avant, on a laissé faire, mais alors complètement. Mais à partir du moment où ça a commencé à toucher le processus électoral, alors là, les politiques ont commencé à réagir en disant ça suffit. Mais, David est plus informé que moi sur tous ces process. Manon voulait juste rajouter une toute petite remarque. Oui, c'est juste pour répondre à la question qu'on m'a posée. Pourquoi tant de désinformation et très peu d'acteurs? Je voulais juste parler d'un ouvrage qui est vraiment remarquable par un chercheur qui s'appelle Chris Bell en sciences sociales computationnelles, qui montre en fait, son argument, c'est vraiment de montrer que les réseaux sociaux sont comme un miroir déformant
Et en fait, parce qu'il y a une minorité d'acteurs qui sont actifs sur les réseaux sociaux et donc qui vont partager des contenus très polarisés, etc. Donc on a cette représentation qui est déformée. En fait, on n'a pas le point de vue de la majorité des gens qui sont souvent hésitants, etc. Merci Manon. David Collomb, j'avais une question par rapport à la propagande. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'articule. C'est-à-dire qu'avec la propagande, ce que vous avez expliqué, donc je pense qu'on a bien compris, mais vous pouvez revenir sur le fait que propagande et désinformation, ce n'est pas la même chose. Ça rebondit aussi sur ce que vient de dire Dominique Boulier. Avec la propagande, l'intention, elle est claire. Vous l'avez bien détaillé avec l'exemple russe. Finalement, ce que dit Dominique Boulier, c'est nous sommes tous les véhicules de la désinformation ou de la propagande d'ailleurs. Ça se répand tout seul. Nous sommes tous des véhicules et finalement, c'est cette théorie des traces numériques, peut-être que je ne sais pas si l'expression est la bonne. Est-ce que d'un côté, on a une responsabilité claire avec une intention ? Est-ce que parler de traces et de dire que c'est un peu chacun de notre faute, ça déresponsabilise pas et ça empêche pas d'avancer dans la résolution de ces problématiques ? Je laisserai Dominique répondre sur ce point. Je ne pense pas qu'il ait dit ça. Il ne s'agit pas de la responsabilité des utilisateurs d'Internet. En revanche, en ce qui concerne les stratèges, il est clair que l'instrumentalisation de toutes les failles de nos systèmes d'information permet la diffusion d'un narratif. L'exemple que je préfère, c'est l'exemple de la désinformation stratégique de Vladimir Poutine qui affirme au déclenchement de l'offensive en Ukraine que si nous, occidentaux, on bouge le petit doigt, il nous balancera une ogive nucléaire sur la tête. Et le lendemain, vous avez Ouest France qui consacre sa une avec photo à l'appui au missile Satan II capable de réduire la France à l'état de cendre radioactive, alors même que ce missile n'est pas opérationnel et que Vladimir Poutine n'a pas l'intention de recourir à l'arme nucléaire stratégique, à l'échelle stratégique. Il s'agit pour eux d'instrumentaliser toutes les failles de nos processus de fabrique de l'information et de fabrique de l'opinion. Je suis allé présenter mon livre dimanche soir à l'émission de Tadei sur CNews et au bout de 5 minutes m'a été mis dans les pattes un agent d'influence russe en duplex depuis Genève parce que c'est l'équilibre du traitement de l'information qui veut ça. Moi, j'étais celui qui présentait un point de vue occidental, peut-être un point de vue un peu scientifique, et puis en face, quelqu'un qui expliquait que j'étais un propagandiste atlantiste et qu'il fallait franchement considérer le fait que la Russie n'y était pour rien, rien du tout. Donc on a l'exploitation de toutes les failles de nos sociétés. Et comprenez que c'est très facile pour le Kremlin, comme pour le régime chinois ou le régime iranien, ou même les Nord-Coréens alliés des Chinois, d'exploiter ces failles, parce que rien n'interdit à ceux que j'ai cités de recourir au financement de la vie politique, au financement des activités de recherche dans certaines universités, au financement aussi de lobbies ou de think tanks qui servent leurs intérêts, comme celui qui était représenté dimanche sur CNews. Et nous ne disposons pas des outils qui nous permettent de favoriser notre immunité par rapport à la pénétration de notre espace informationnel par des récits manipulateurs, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, mais des récits qui ont pour but fondamentalement d'affaiblir nos sociétés. Je voudrais juste préciser un point qui me paraît très important. Une fois qu'on a inséré un virus informationnel, le moyen le plus sûr de mesurer son efficacité, c'est les sondages produits par les centres de sondage, enfin les sociétés de sondage occidentales. Le Kremlin adore les sondages. Poutine fait faire des sondages sur tout. Il a fait faire un sondage avant d'annexer la Crimée pour savoir si l'opinion publique russe était plutôt favorable à cette action. Et le Kremlin est friand des sondages occidentaux. Quand le Kremlin constate, comme vous pouvez le constater, qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis 26 millions de personnes qui sont convaincues que leur gouvernement est dirigé en secret par une secte pédosataniste qui boit le sang des enfants, le Kremlin se réjouit. Quand le Kremlin a constaté la semaine dernière en Slovaquie, comme vous et moi, que l'opinion slovaque était en train de basculer en direction de son narratif, le Kremlin sabre le champagne ou la vodka ou ce qu'ils veulent. Dominique Boulier, peut-être très rapidement, vous voulez rebondir peut-être ?
Oui, alors, sur la question de la responsabilité, la façon dont vous le posez, effectivement, peut être liée à un débat politique en disant qui fait quoi et à qui on va, quel est l'adversaire ou ce sur qui on doit mettre la pression, soit par de l'éducation, soit par des sanctions, soit par de la réglementation, etc. Moi, je me suis contenté pour le moment, je peux rentrer dans ce débat-là aussi, mais c'était l'objet de mon bouquin précédent. En revanche, là, je me suis contenté de dire exactement ce que vous venez de faire, c'est-à-dire de dire il y a des responsabilités, au sens il y a du pouvoir d'agir qu'on attribue, et ni l'un ni l'autre ne sont erronés. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a des stratèges, oui, il y a des influenceurs locaux, etc. Oui, il y a des effets aussi de société, de structure sociale qui font qu'on est épuisé, on a des personnalités, et puis, etc., qui sont appelés plus de 65 ans qu'évoquait Manon, etc., et bien, qui vont jouer un rôle dans cette opération-là. Et puis, il y a des enjeux liés au mécanisme de viralité qui s'appuie sur les propriétés des messages. Et donc là, à ce moment-là, on doit en rendre compte aussi. Mais c'est tout. Après, on rentre dans un débat politique de dire comment on traite l'ensemble de ces facteurs-là. Et quand on traite l'ensemble de ces facteurs-là, il ne faut justement pas se tromper d'adversaire en se disant on va éliminer les sources. Je vous souhaite bien du plaisir. Il faut effectivement s'assurer par contre de ralentir et de casser les chaînes de contagion, de freiner tout cela, de mettre des dispositifs mentaux et techniques dans les dispositifs pour ralentir tout cela. Parce que même s'il y a du faux ou du vrai, on n'a pas besoin de recevoir ça à la seconde et d'être obligé de réagir à la seconde. Donc ça, c'est un des éléments qui fait que j'étudie les propagations et en même temps, j'essaye de trouver des solutions pour éviter qu'elles envahissent tout notre espace mental collectif. Ce que dit Dominique est fondamental. C'est fondamental parce que nos gouvernements et puis la Commission européenne cherchent à réguler les contenus par l'autorégulation des plateformes et par des dispositifs de modération et de suppression des contenus. Je vais vous donner un exemple très concret. En 2021, 69% de la désinformation sur le climat émanait de 10 comptes Facebook, dont les comptes des médias d'État russes. Vous n'allez pas supprimer les comptes des médias d'État russes sur Facebook. Comment est-ce que vous pouvez réduire la propagation de contenus niant le réchauffement climatique? Il faut jouer sur les processus d'amplification. Il faut s'interroger sur la possibilité qu'à un seul compte de diffuser un contenu à 15 millions de personnes, quel que soit ce compte et quel que soit le contenu. Parce que si mécaniquement vous le réduisez, vous réduirez également la désinformation. Pardon. Merci. Donc on a pris du retard, hein, désolé pour ça. Je vous laisse maintenant la parole, sachant qu'on doit malheureusement terminer dans un tout petit quart d'heure, malheureusement. Mais je vous laisse poser les questions à nos intervenants. Merci. Bonsoir. Avec des réponses pas trop longues, s'il vous plaît, pour laisser le plus de place aux questions. Merci. Bonsoir. J'aurais voulu savoir comment vous définiriez la différence entre communication et propagande. On va peut-être prendre plusieurs questions à la fois. Si je vous donne la température qu'il fait, je communique une information et je ne cherche pas à influencer votre attitude ou vos conduites. Voilà. Oui. Bon. Excusez-moi. Si vous m'entendez? Oui. Merci. C'est passionnant. Moi, j'avais plein de questions, mais je ne vais pas pouvoir toutes les poser. J'avais d'abord en fait une remarque personnelle qui n'engage que moi. C'est sur l'intervention des Américains en 2003 qui était clairement basée sur un mensonge. Et là, en l'occurrence, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Ils sont carrément passés par le canal du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc là, le mensonge était là et on connaît les conséquences. Et puis ma deuxième question, elle est sur la définition que je n'ai pas retenue, mais que donnent les Russes. Et ils utilisent le terme d'état psychique, je crois. Et vous faites l'analogie avec le système immunitaire, etc. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des pays, des sociétés qui seraient moins malades que d'autres et qui seraient moins vulnérables à ces attaques-là? On prend souvent en exemple les pays scandinaves où la vie est belle, tout se passe bien, les gens vivent heureux, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre les pays ou est-ce qu'on est tous attaqués de la même façon? Alors, beaucoup de pays sont attaqués de la même façon, mais les pays ne réagissent pas de la même façon. Les pays qui résistent le mieux sont ceux qui ont su se doter de ces systèmes immunitaires, qui ont des médias qui ne sont pas en propriété de 5 ou 6 milliardaires, qui ont une forme d'intégrité dans le traitement de l'information, sont des États qui désignent leurs ennemis et qu'ils connaissent. Enfin, ce sont des États qui sont souvent comme la Norvège frontalier de la Russie, donc ils savent à qui ils ont affaire ou qui ont su désigner l'ennemi. Et ceux aussi
qui, comme Taïwan, ont su retourner les armes de l'ennemi contre eux. La guerre mémétique, elle a été théorisée dans un milieu militaire américain, puis ensuite appliquée par l'alt-right, et elle a été retournée contre ses initiateurs par Taïwan, qui diffuse des mèmes pour se moquer de la propagande chinoise, ou par les Ukrainiens, qui ne cessent de se moquer des Russes, et puis de ceux qui ne sont pas assez chauds pour les soutenir, comme parfois notre propre président de la République. Ils ont inventé le verbe macroner, qui est un verbe extraordinaire. Bonjour, bonsoir. Moi, je voulais savoir comment on organise un dialogue entre les puissances publiques et les GAFAM, du coup détenteurs de nos données, à la fois dans un impératif scientifique et dans un impératif de sécurité nationale. Est-ce qu'on fait comme, je ne sais plus quel pays scandinave avait envoyé un ambassadeur à la Silicon Valley, est-ce qu'on fait comme ça? De quelle manière on organise un dialogue qui est essentiel de toute façon pour les récupérer? Ce qui est essentiel, c'est d'obtenir des résultats. Penser a priori qu'on va dialoguer, on a quand même 10, presque 15 ans d'expérience sérieuse dans ce domaine-là, et on voit bien que de toute façon, c'est toujours une façon d'échapper aux règles qui sont proposées, de raconter, d'avoir un verbatim très développé sur les bonnes pratiques, mais qu'en réalité, il n'y a pas d'action sérieuse, que ce soit en termes de modération, de volume de modérateurs, par exemple, tout bêtement, et puis un ensemble de pratiques qui pourraient être faites. Donc on a là, si vous voulez, un enjeu qui est extrêmement, qui ne peut pas se contenter de dire on va dialoguer. Il faut construire par contre des alliances, c'est-à-dire que vous avez à la fois les États qui commencent à s'énerver, et notamment les représentants politiques qui en ont un peu marre de voir qu'on exploite les données d'une part, et puis que ça génère ça favorise des tendances politiques qui les desservent. Bon, première chose. Deuxièmement, vous avez les activistes en général et les citoyens qui veulent récupérer leurs données. Donc il y a tout un mouvement d'activistes dans ce sens-là et qui veulent la portabilité, qui veulent être libres de sortir de tout cela. Donc là, vous avez une alliance possible aussi sur ce plan-là. Et puis n'oublions pas que nous avons les marques. Moi, je crois beaucoup à cela parce que les moteurs économiques sont les moteurs essentiels dans cette affaire. C'est-à-dire que tant que les marques acceptent de se faire avoir, mais se faire rouler dans la farine par les plateformes, en plaçant des contenus publicitaires qui ne servent à rien, au bout du compte, personne n'est capable de démontrer l'effet des placements publicitaires que toutes les plateformes investissent sur ces plateformes. Et qui les font payer de façon totalement opaque des sommes astronomiques, tant qu'elles n'ont pas commencé à comprendre qu'elles se font rouler dans la farine, eh bien, c'est là il y a un problème. Donc, moi, j'ai commencé à des discussions avec des marques là-dessus, justement, pour dire comment on sort de ça, pour exiger, au moins, alors là, il y a un impératif scientifique, justement, exiger de partager des indicateurs explicites, transparents, auxquels les chercheurs peuvent avoir accès, mais aussi les partenaires, comme on fait pour la mesure d'audience des médias, qui vaut ce qu'il vaut, parce que Médiamétrie et le Médiamat, c'est pas top, bon, mais c'est une convention, et au moins c'est explicite, et tout le monde participe à ça entre tous les médias. Donc là, tant qu'on est dans ces logiques-là, c'est ça qu'il faut arriver à faire, et là, les gouvernements, et principalement des autorités au niveau européen, sont à la manœuvre, mais vous voyez bien que l'ensemble des mesures qui sont prises sont des mesures quand même d'atténuation, si vous voulez, des problèmes, mais ce n'est jamais réellement des mesures structurales qui permettraient de changer réellement les comportements et d'influencer ces firmes, parce qu'il faut d'autres alliés. Ils ne vont pas y arriver tout seuls avec la régulation, quoi. Bonsoir, merci beaucoup à tous pour vos interventions. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pour lutter justement, vous avez abordé déjà quelques pistes, mais notamment quand il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place, comme celle que vous décriviez de la Russie, visant à déstabiliser des démocraties, se dire on va jouer sur le même terrain qu'eux, on cible un certain nombre de profils et d'individus et on fait passer de la contre-information, de la contre-désinformation par le même moyen que eux font. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que les régimes dont il est question ont conscience depuis les années 1990 de cette problématique. Il y a en tout et pour tout, je crois, 4 points d'accès Internet en Iran, une dizaine de points d'accès Internet, ce qu'on appelle des IXP, des Exchange Points en Russie. Vous ne pouvez pas acheter des publicités sur VKontakte. Je crois que nos services essayent de traiter des influenceurs, mais traiter un influenceur en Russie pour qu'il diffuse un contenu pro-occidental, ça peut lui coûter 15 ans de prison ou la vie. On n'est pas dans un rapport d'égalité par rapport à des régimes de cette nature, qui sont des régimes autoritaires. Par conséquent, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est nous protéger de l'impact de leurs opérations
sur notre société. Parce que l'histoire de la guerre de l'information a été une histoire d'opérations offensives de la part des États-Unis, comme celle que vous avez citée tout à l'heure, qui se sont retournées non seulement contre les États-Unis, mais contre l'ensemble des pays occidentaux. Les États-Unis n'ont cessé d'ouvrir la boîte de Pandore, notamment dans le domaine cyber, dans le domaine de la collecte et de données personnelles sur les individus. À un moment donné, il faut considérer que nous sommes dans une course à l'arme informationnelle. On devrait plutôt considérer un désarmement informationnel, plutôt que de multiplier nos cyberguerriers pour des actions offensives qui ne peuvent pas atteindre la cheville de nos adversaires. Le FBI, la semaine dernière, le patron du FBI disait « Si je mobilise tous mes agents, le rapport entre mes agents et les agents chinois qui travaillent aux États-Unis, c'est 1 contre 50 ». Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas se transformer en un État avec des services de renseignement qui compteront 15 000 personnes, parce que c'est ce dont on parle. Ce qui n'empêche pas les services occidentaux de tenter de le faire quand même. Ils font leur travail, ils le font parfois bien. Je rappelais tout à l'heure sur une chaîne de télévision que la GO6 a été une victoire informationnelle pour la France, parce qu'on a débunké en temps réel cette tentative de manipulation de l'information de la part de Wagner. Mais précisément, c'est ce type de réaction que nous devrions encourager. En France, on a une tradition du secret. On va publier un rapport 6 mois après sur une opération qui a perturbé notre espace informationnel. Nous devrions avoir une tradition de la transparence, encourager une réaction en temps réel, et puis ne pas considérer les citoyens comme des imbéciles. On est parfaitement capable de faire la différence entre le vrai et le faux et de comprendre une opération d'information si elle nous est expliquée et présentée simplement. Il nous reste 4 minutes précisément pour les questions. Deux questions précisément. C'est bon là ça... Okay. Ben justement, je vais rebondir sur la question du vrai et du faux. C'est comme si c'était une évidence que tout le monde était en capacité de discerner le vrai du faux. Or, là je constate, j'ai tout de suite réagi intérieurement quand Marion Bériche nous a présenté sa thèse. Et c'est comme si pour moi il manquait le point de départ. C'est-à-dire on part des fake news, voilà, des fake news, et contre les fake news, il y a les fact-checkers. Et sans qu'on définisse ni l'un ni l'autre, comme si on partait d'une évidence. Mais pour moi, ce n'est pas évident du tout. Qui sont ces gens, donc c'est les fact-checkers, qui ont le pouvoir de décider ce qui est vrai, ce qui est faux, quelles sont les vraies nouvelles, quelles sont les fausses, les fake news, en fonction de quels critères? Est-ce qu'on pense qu'il y a des gens qui sont complètement neutres, qui sont capables d'échapper à toute influence extérieure, à toute pression, à tout endoctrinement, et qui, eux, sauraient, une fois pour toutes, nous dire « attention, là c'est bon, là c'est pas bon ». Donc déjà, pour moi, là, il y a un biais. Voilà. Là, déjà, il y a un biais. Et la question... là. Si vous pouviez juste... Oui, et sinon, rapidement, s'il vous plaît. Par rapport... Pourquoi est-ce que les choses se sont emballées aussi vite? Pourquoi ça s'emballe aussi vite dans les échanges sur les réseaux sociaux? Mais moi, je pense que... Enfin, c'est pas une question, en fait. Je vais vous demander si vous pensez la même chose que moi. Mais moi, ce que je pense, c'est que s'il y a eu cet emballement, c'est qu'il y a eu un manque de débat, il y a eu un manque d'échange, surtout depuis le début de la crise Covid, et que les choses se sont cristallisées en deux camps. Et c'est comme si les gens étaient sommés de choisir leur camp. Soit ils étaient pour, soit ils étaient contre, soit ils étaient pro, soit ils étaient anti, et que ça a provoqué un clivage et pour moi une régression au niveau du mode de pensée. C'est-à-dire qu'on est dans une pensée binaire qui favorise les échauffements. Merci. Je vais rapidement, je vais me permettre, si mes camarades m'y autorisent, répondre à la première question, parce que pour le coup, je pense que je suis la plus à même de vous répondre très rapidement. Les fact-checkers, c'est des journalistes. Donc, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Donc, qui sont-ils ? C'est pas mystérieux. Vous pouvez lire tout ce que écrivent les fact-checkers. Donc, cette catégorie journalistique un peu récente qui consiste à s'intéresser à ce qui circule dans le débat public, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, aussi dans la bouche des personnalités publiques, du monde politique ou du monde économique, par exemple, qui sont fausses, un petit peu, beaucoup, très décontextualisées, qui contribuent à introduire des choses fausses dans le débat public.
Les critères, c'est des critères. Alors, je vais peut-être vous faire une réponse un peu frustrante. C'est des critères journalistiques, c'est les mêmes que dans le journalisme. C'est ce qui fait notre métier, c'est trouver les bons experts, trouver les bonnes sources, se faire expliquer les choses et les réexpliquer. Est-ce que l'objectivité, l'absence de biais existe en ce bas monde ? Non. Est-ce que le travail d'un bon journaliste, c'est d'essayer de s'en affranchir au maximum ? Oui. Est-ce que savoir quels médias on lit, quelles sources on lit, c'est important pour savoir de quel point de vue ce qu'on lit a été écrit ou d'où ça a été écrit ? C'est très important. Ça, c'est aussi tout le rôle de l'éducation aux médias qui, je pense, a son rôle à jouer dans tout ce débat-là. Je peux pas vous dire mieux. Je pense, alors je vous réponds, c'est mon métier, mais en tout cas, il n'y a rien de mystérieux. Je vous invite vraiment très, très, très chaleureusement à lire toutes les centaines d'articles de fact-checking qui sont accessibles au grand public. Je pourrais vous donner les références si vous le souhaitez. Je pense malheureusement qu'on va être obligé d'en terminer là. J'imagine que vous avez encore des questions. Vous aviez dit une dernière. Une petite dernière question. Merci. Allez, 2 questions. Il me semblait, Monsieur Collomb, que vous aviez laissé la question en suspens sur justement comment on combat un petit peu la désinformation. Il y avait Thomas Huchon, qui est un débunker justement de complotistes, qui disait, quand on lui avait posé la question qu'est-ce qu'on fait, lui disait faut supprimer en fait les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous êtes pour effectivement rester dans le... Alors, j'imagine que c'est radical, mais qu'on reste dans le dialogue avec des entreprises que vous avez vous-même dépeintes comme ayant une logique de profit qu'on ne peut pas contrer, ou alors effectivement, il s'agirait de construire un espace médiatique libre, public, peut-être européen. Voilà. J'ai proposé hier, et je proposerai dans les prochaines semaines constamment, à chaque fois que j'aurai une intervention publique, la création de médias sociaux de service public. Vous savez, en 1993, après la guerre du Golfe, quand CNN s'est imposé, on a créé des médias européens, on a créé Euronews. Nous pourrions, à 27, nous entendre pour créer un espace où l'intégrité de l'information serait garantie, où nos enfants ne seraient pas exposés à la violence, à la pornographie, à des jeux viraux consistant à s'infliger des blessures, et où ils ne seraient pas exposés au bout de 40 minutes à la désinformation, comme sur TikTok. On peut l'être. Voilà. Pour moi, c'est la solution, parce qu'il faut sortir du débat des GAFAM. On ne va pas changer le modèle économique des GAFAM. Il aurait fallu le faire. C'est trop tard. Maintenant, ils ont le pouvoir. Ils sont les premiers à verser en matière de lobbying, aussi bien aux États-Unis auprès des institutions européennes. Donc, on ne peut pas s'en sortir de cette façon-là. Le seul moyen de s'en sortir, et c'est urgent, c'est de préserver un espace d'intégrité informationnelle avec une expression libre, sans censure, et où nous soyons à l'abri de tout ce qui, aujourd'hui, fragilise nos sociétés. Pardon d'être très long. Je n'en attendais pas moins de vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour la réponse. Du coup, une dernière question cette fois, vraiment. Très rapide. Je ne sais pas si vous utilisez ou connaissez le modèle Disarm, qui est utilisé notamment pour étudier les campagnes d'influence. Modèle qui est utilisé par Viginum, notamment. Exactement. Dernière question. C'est pas une alerte nucléaire. Vous pouvez continuer votre question. Le temps que... Voilà. Oui, du coup, concernant le modèle Disarm, dont je ne sais pas si vous l'avez utilisé dans le cadre de vos recherches, et c'est un modèle qui est encore en cours de construction, qui est assez intéressant parce qu'il permet, en découpant par technique, d'analyser de façon assez objective des campagnes d'influence. Mais quand on regarde par exemple les contre-mesures qui sont proposées pour chaque technique, on a parfois de la censure qui est proposée. Oui. Donc on voit que c'est un modèle qui est toujours en construction, qui est intéressant. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de modèle ? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent et comment on pourrait le renforcer et voilà. Je pense que l'État français, sur la longue durée, a la tentation de censurer les journalistes, d'entraver leur travail. Il l'a toujours fait, quel que soit le régime politique, et il continuera de chercher à le faire. Donc, il faut réfléchir à un autre modèle qui soit un modèle de liberté. Et le modèle Disarm est parfait, mais il y a ses failles. Mais ce qu'il nous faut avant tout, c'est une transparence en temps réel sur l'action des manipulateurs de masse. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, parce que vous n'avez pas de moyens, vous, de monitorer en temps réel ce qui se passe. Le monitoring par nos services, par Viginum, par le Quai d'Orsay, le social listening du Quai d'Orsay, c'est très bien, mais ce serait encore mieux si tout le monde dans cette salle avait accès à ces outils en temps réel.
Voilà. La transparence, la liberté, c'est ce qui nous sauvera de cette opération de subversion qui autrement risque de conduire à la mort de certaines de nos démocraties. Et les pouvoirs des collectivités. Sur cette note optimiste, merci beaucoup pour... Ce sera aussi ça. Merci pour la modération.